Bonjour YouTube et bienvenue dans le React Politique, la série dans laquelle nous regardons des hommes et des femmes politiques tenter une carrière de youtubeur. Aujourd'hui, nous commençons avec François Bayrou, le futur ex-premier ministre, maintenant c'est connu, qui s'est lancé dans une série de vidéos pendant l'été, pendant la coupure estivale, pour nous présenter à quel point son budget allait être formidable et à quel point les oppositions avaient tort de voter contre sa confiance, contre son budget. Nous allons regarder une série de vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y en a 9. Voilà, donc on va commencer, on va se faire une bonne petite VOD. On va regarder une partie. Je ne sais pas si on va aller au bout, hein, parce qu'on m'a dit que c'était cringe. On m'a dit que c'était très cringe. Donc je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Voilà. Mais François Bayrou a fait un geste vers nous. Il est allé dans notre direction. Il a créé une chaîne YouTube. Il a voulu trouver un terrain neutre pour communiquer avec nous. J'ai envie de dire, installons-nous sur ce terrain neutre et communiquons avec lui. Et tout de suite, le premier épisode de FB Direct. Donc La question l'épisode qui se pose 1. désormais quand on pense à vous, c'est tout simplement à quoi servez-vous? Eh bien, ne plus être Premier ministre, puisque François Bayrou, c'est fini dans moins de 2 semaines. Donc, le premier épisode est sorti il y a seulement 2 semaines, le 5 août 2025, très bien. Et bon, cumulant 139 000 vues, donc pas mal. Par contre, 1600 pouces bleus, 17 000 pouces rouges. Je pense pouvoir dire, sans me tromper, que s'il y a bien quelque chose qui caractérise François Bayrou, c'est qu'il arrive à fédérer contre lui. Partant de ce postulat, allons-y. N'hésitez pas à me dire pour le son. Hein. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. C'est moi ou ça vient de faire une référence à la question qui se pose quand on pense à vous aujourd'hui? C'est incroyable. J'ai envie de dire, est-ce qu'il le fait exprès de faire un pied de nez? Parce que c'est une référence qui date de 2007. Hein. À quoi servez-vous? Très, très intéressant. Bon, bah déjà, ça commence bien. Et je dis ça pour pas commencer déjà à mettre les pieds dans le plat parce que il m'énerve. Ouais, on va faire le comparatif. On va voir vidéo après vidéo à quel point ça marche pas pour lui. Mais bon. On va essayer de juger sur pièce, voilà. On va imaginer que c'est pas comme Tialman, mais avec moins de cheveux et avec moins de consistance historique. Oui, c'est possible. Allez voir d'ailleurs le React pédagogique si vous n'avez pas vu. Et puis là, on fait de la politique. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les restes. Bon, déjà, ça commence bien. Vous remarquez qu'il est toujours dans sa position où il est toujours avachi d'un côté. Et je trouve que ça, depuis le début, hein, ça le rend presque insupportable. Parce qu'on le voit qu'il galère à former ses phrases. Ça arrive à tout le monde, mais François Bayrou plus que n'importe quelle autre personnalité politique. Mais de le trouver avachi. Mais non, mais voilà, on est bien d'accord. Utilise un prompteur, fais du montage, coupe à l'enregistrement de Dieu. Oh là là, bon bah voilà. Tuto pour François Bayrou, comment être un youtubeur efficace. Bon, spoiler. Pour moi, ça ne marche pas puisque je publie des VOD de mes lives de Twitch. Je ne peux pas couper mes lives de Twitch. Ou alors ça risquerait de faire mal. Mais tout ça pour dire que quand tu n'es pas en direct, tu peux te permettre de faire du montage, d'essayer de rendre ça un minimum dynamique. Déjà, il y a des petits plans de caméra. Donc, allez, il y a le minimum. On va dire qu'il y a l'équipe com de Matignon qui est là pour sauver les pots cassés. Il y a un montage. Et pourtant, les on en retrouve tout le temps. Donc déjà, ça part mal. Et attendez, parce que ça, c'était que sur la forme. Parce que sur le fond, on va avoir des choses à dire aussi. Déjà, je ne sais pas quel est ce bureau dans lequel il est. Je ne crois pas que ce soit son bureau de Premier ministre à Matignon. Il y a des bouquins, mais c'est dommage, c'est flouté. On ne voit pas quels sont les bouquins dans sa bibliothèque. Et c'est dommage parce que souvent, les hommes politiques, et les femmes politiques d'ailleurs, le personnel politique, fait en sorte de toujours mettre des petits clins d'œil dans leur décor. Des livres, des petites babioles, des petites choses qui sont en lien avec les choses qu'ils veulent dire. Or là, on ne saura pas s'il y a des références dans le décor de François Bayrou. C'est dommage, voilà.
responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Mais oui, alors pareil, il faut qu'on s'interroge sur un truc. Parce que là, maintenant, on le sait, on a eu la conférence de presse de François Bayrou qui vient de tomber. François Bayrou est le seul homme politique de France qui n'est pas parti en vacances cet été. J'ai envie de dire, très bien, il a un budget à préparer. Enfin, avant la conférence de presse d'hier, on aurait pu se dire, c'est normal, il a un budget à préparer, il veut jouer sur tous les tableaux pour éviter la censure. Très bien. Pour autant, maintenant qu'on sait qu'il va s'auto-appuyer sur le siège éjectable, j'ai envie de dire, à quoi ça t'a servi ? La question qui se pose aujourd'hui au regard de cette conférence de presse, c'est à quoi ces 3 semaines de travail alors que les autres ministres étaient en vacances, ça a servi à quoi ? Il cumule ses congés payés pour la fin de son CDD. Ah, c'est ça, ouais. Il veut les indemnités compensatoires, ouais. Il n'y a pas besoin de référence à du vide. Ouf ! Oh là, c'est vénère. Non, mais du coup, je me pose vraiment la question, à quoi ça a servi qu'il soit resté à Matignon alors qu'il avait déjà prévu qu'il allait appuyer sur le siège éjectable? À quoi ça a servi? Parce que moi, personnellement, j'ai connu ça. Petite anecdote, allez, c'est la petite anecdote de Sassely. J'ai connu ça. Fut un temps, on était en crise sanitaire, Covid. J'ai appris pendant le premier confinement que mon contrat serait pas renouvelé. Donc en revenant au boulot, j'ai appris donc qu'il me restait que quelques mois de travail avant de plier les Gaules. Je me suis pas mis à faire des tas et des tas de choses qui allaient servir à rien. Non, j'ai terminé les dossiers sur lesquels j'étais engagé, j'ai préparé le terrain pour une éventuelle personne qui reprendrait ma suite, mais c'est tout. J'ai absolument pas rien fait de plus, sachant très bien qu'il n'allait pas y avoir un revirement de situation de la RH en disant « Ah, mais finalement, en fait, on a besoin de toi, donc on va te réembaucher. Attends, on te refait un petit contrat, puis on te fait une petite indemnité pour t'excuser pour le mauvais sang que tu as coulé. Voilà, on est désolé, on te reprend. » Bah non, ça marche pas comme ça. Mais peut-être que ça a été pris sur un coup de tête. Je suis pas sûr, hein. J'aurais été à sa place, j'aurais été dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire bientôt dehors, SDF dans la rue, j'aurais profité de l'argent de l'État pour partir en vacances. On est bien d'accord. Tu sais que c'est fini, tu pars en vacances, tu fais cramer la carte bleue, t'emportes du matériel à la maison. Voilà, tout le monde le fait. Le même coup de tête qu'il a mis à Macron pour avoir le poste. Ouf, oh bah dis donc, vous êtes bien salé. Mais j'aime bien. Restez sur cette ambiance-là, ça va bien se passer. Parce que les jours que nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du mois de septembre, oui. Ces jours sont absolument cruciaux. Bah oui, c'est tellement crucial qu'il appuie sur le bouton du siège éjectable. Mais moi j'ai 2 hypothèses. Premièrement, c'est pour faire le martyr pour les élections municipales de Pau. Deuxièmement, qu'est-ce que j'avais dit? C'était quoi le truc? J'ai encore oublié mon idée. Si oui, c'est pour tuer dans l'œuf la mobilisation du 10 septembre. C'est bon, je m'en suis souvenu. Calmez vos commentaires, ça m'est revenu. C'est le moment où tout va se jouer. Et là, il y a Kinlori qui poste sur préparer la dissolution. C'est le moment où tout va se jouer. Bouton dissolution. Comme vous savez, le gouvernement a proposé un diagnostic en disant quelle était la gravité des difficultés, et on y reviendra jour après jour. Et le gouvernement a proposé un plan pour dire ça ne peut pas durer comme ça, il y a des efforts à faire, ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler. Oui, enfin en même temps, le principe c'est de faire payer à tout le monde, de supprimer des jours fériés, de s'aborder encore la sécurité sociale. Je rappelle quand même que la stratégie d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, et même 10 puisque il était ministre de l'économie avant, faut le rappeler, consiste à réduire les dépenses pour espérer réduire la dette. Or finalement, réduire les dépenses et réduire les recettes, ça fait augmenter la dette. Voilà, donc à un moment, il faut peut-être arrêter le tir. Quand ça ne marche pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à un moment, il faut peut-être changer son fusil d'épaule. Mais si ces efforts sont refusés, alors nous vivrons des moments qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui exigeront par force des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. Et c'est là que j'aime pas. J'aime vraiment pas la rhétorique de François Bayrou qu'il a depuis le début de dire « j'ai la seule solution
les oppositions ne proposent rien, j'ai le seul moyen de m'en sortir, mon plan pour m'en sortir, c'est le seuil qui vaille, et donc, si vous refusez ça, eh bien, ce sera de votre faute, le pays coulera, nonobstant, bien sûr, la possibilité que toutes les oppositions puissent avoir d'autres propositions à faire, qui pourraient être parfaitement tenables, qui pourraient être chiffrées, qui pourraient être financées, qui pourraient être mises à l'ordre du jour des niches parlementaires. Non, François Bayrou ne veut pas en entendre parler. Pour lui, il y a le bon camp et il y a le camp des vaincus. Et il a clairement choisi son camp, à voir s'il n'y a pas un petit changement dans les prochains mois. Le jour où il a installé son propre siège éjectable, c'est quand il a annoncé la suppression de 2 jours fériés. S'il n'avait pas annoncé cette mesure, il aurait peut-être eu un sursis de quelques mois. Je me demande, ouais. Je me demande s'il n'aurait pas eu un sursis. Sachant qu'en plus, moi, de ce que j'ai lu, cette technique des 2 jours fériés supprimés de François Bayrou, c'était l'idée de dire, une technique de négociation, de proposer un truc inacceptable. C'est une technique de manipulation classique. Vous proposez un truc immense qui est irréalisable et inacceptable pour ensuite revenir sur certains points et d'un coup, vous paraissez pour la personne qui est en capacité de négocier, qui est en capacité de se rendre responsable, qui est capable de faire des compromis. Vous voyez tous ces mots qui sont dans les éléments de langage des macronistes depuis 8 ans. Eh bien, c'est exactement ce que fait François Bayrou. Et là, l'argument, c'était pour le PS, pour éviter de se faire censurer par une motion de censure par le PS, puisque un vote de confiance va renverser François Bayrou. Or, une motion de censure, si le PS ne la votait pas, il aurait pu sauver ses miches. Et l'argument, c'était de dire, bon, j'annonce la suppression de 2 jours fériés. Oh, le PS en face, oh, mais c'est inacceptable, attention, on va vous censurer. Ok, d'accord, on va négocier, vous voulez quoi? Vous voulez plus de jours fériés supprimés? Très bien, je vous donne ça. Ah, nous avons obtenu une victoire, nous sommes beaux, nous sommes grands, nous sommes le Parti Socialiste, nous ne censurons pas. Et puis derrière, en fait, t'as 54 milliards de casses de services publics et t'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc, technique de négociation pour obtenir finalement ce qu'on veut. Ce que je comprends, c'est qu'il l'a pas très bien fait avec le PS au début de sa prise de poste, mais il l'a fait à la bourrin. Oui, c'est Bayrou, c'est un bourrin d'une manière générale. Pourquoi ? Parce que notre pays est dans un moment qui est pour la planète entière terriblement difficile. Quoi ? J'ai rien compris. Parce que notre pays est dans un moment qui est pour la planète entière terriblement difficile, avec les grands empires qui décident, ceux qui ont la puissance, qui décident d'imposer leur vision aux autres. Ça arrive souvent avec la Chine, industrielle et commerciale, mais là ce sont les États-Unis. À l'intérieur de ces empires, oui, c'est dommage qu'on n'ait pas d'instance et puis des personnes qui soient capables de mettre en place des politiques audacieuses justement pour se soustraire à l'influence de ces grands empires. On se remet dans le contexte des incendies. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, souvenez-vous, l'eau d'Acramé. L'Union européenne, qui a bien des difficultés à parler d'une seule voix, tant qu'elle ne parlera pas d'une seule voix. Ce que Bayrou essaye de dire, c'est qu'on revient au mercantilisme, mais c'est mal dit. Ah oui, d'accord, ok. Oui, effectivement. Non, mais moi, c'est aussi pour ça que je veux faire ce live en bonne compagnie, en votre compagnie surtout. C'est parce que François Bayrou, j'ai énormément de mal à le suivre quand il parle, quand il s'exprime. Je ne sais pas où il va, je ne sais pas ce qu'il veut dire, je ne sais pas quelle figure de style il utilise et je ne sais pas quel est son point final. Alors, il y en a d'autres qui l'analysent beaucoup mieux que moi, et heureusement, voilà, mais François Bayrou, moi, je n'y arrive pas. Voilà. Salut l'hydrolyse, bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. On a commencé à react à François Bayrou, sa petite série de vidéos, et on est à combien de temps? On est déjà à un quart d'heure de VOD, on a fait 2 minutes. Voilà. Vous voyez quand je vous dis que ça ferait 2 lives. J'en étais sûr. Mais voilà, là, c'est encore une fois un exemple de... Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Heureusement, merci Wenderlich d'avoir donné ce que tu penses avoir compris. Mais parce que moi, François Bayrou, je n'y arrive pas. J'ai pu notamment me briser les dents sur son discours de politique générale où pendant 1h30, j'étais presque en mode... j'avais du son qui rentrait par une oreille et qui ressortait de l'autre parce que j'étais incapable de process ce qu'il disait.
Alors que pourtant, pour d'autres, voilà, je m'en sors beaucoup mieux, mais François Bayrou, ça ne veut pas. Elle ne sera pas entendue. Et la France, qui montre... Je me demande s'il n'a pas un fond vert, il me paraît très net en premier plan. Alors, regardez, c'est très curieux, parce qu'en fait, non. Regardez, parce que tout est net, et regardez, en fait, il y a un montage qui a été fait pour cacher les livres de la bibliothèque. Ils ont appliqué un effet de floutage, ils ont pris After Effects, et ils ont dessiné, voilà, deux rectangles, enfin, deux figures, pour flouter les titres des livres. Donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'on disait. C'est pas un fond vert, c'est bien son vrai fond, mais n'empêche qu'il y a un rectangle de floutage, et on le devine là, qui a été dessiné ici, et qui a été dessiné ici. On veut pas, ils ne veulent pas qu'on sache quel livre il y a dans la bibliothèque de François Bayrou. Ce qui est vraiment en contrepoint complet de ce que font normalement les autres youtubeurs politiques, enfin youtubeurs hommes et femmes politiques, personnels politiques. Voilà. C'est très curieux. Montre des signes qu'elle est un pays avec beaucoup de ressources. Hier ont été publiés les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre de l'année 2025, et la France se comporte aussi bien et mieux que ses principaux voisins. J'ai pas envie de relever. Je veux juste regarder les chiffres de la croissance. Alors... Q2 2025. Hop. Le PIB accélère modérément au deuxième trimestre 2025, plus 0,3 après un plus 0,1. C'est issu de l'INSEE et ça date d'il y a 4 jours. Alors, pouf! Oh le gros bordel. Ouais, non, je vais pas lire tout ça. Oh là là. Bon, après, c'est un plus 0,2%, quoi. Donc, faut pas non plus se dire que l'économie est sauvée grâce à l'augmentation de la croissance, hein. Je rappelle que 0,3%, c'est pratiquement pas de croissance, hein. Non, mais parce que, en gros, mon navigateur est sur ma fenêtre d'OBS. Donc, pendant que je regarde, je vous vois plus, les enfants. Il floute ses livres car il doit avoir sur l'étagère le livre de Bardella et de Ciotti. Il l'assume pas. Ça doit être ça, hein. Faut voir ce qui croit si c'est du vide. Ça sert à rien, la croissance. Surtout que, je rappelle que les estimations de croissance initiale pour le budget 2025, donc au mois de décembre de l'année dernière, c'était de partir sur 1% de croissance. Donc là, il y a presque de l'enfumage. On voulait 1% de croissance sur sur l'année totale 2025. Pour l'instant, on est à 0,3. En fait, sur les prévisions de croissance, on a 0,7% de croissance qui nous manque. On se fait enfumer de 30%, de 70%, je veux dire. Donc, à moins que d'un coup, le PIB décolle et qu'on se retrouve à 1% à la fin de l'année, ça veut dire que même sur le budget initial, les prévisions de croissance sont absolument fausses et que donc il y a plein de milliards en moins qui vont manquer dans le budget de l'État parce que Bayrou a fait sa prévision à plus 1% alors qu'elle est absolument pas tenable. Donc, on devrait avoir une perspective plus souriante pour l'avenir. Mais nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Tu peux pas faire croire à un PIB d'une économie tertiarisée... croître. Oui, tu peux pas faire croître le PIB d'une économie tertiarisée si tu savates le moteur de l'économie. On a vu ce que ça a donné la croissance dans la République du RP, saison 3 avec le centre. Il n'y avait pas de croissance, c'était la décadence économique. Il n'y a jamais eu autant de croissance qu'avec la France au centre. Voilà. Oh là là, c'est la décadence. Bref, voilà. Et pareil, on retrouve une fois un nouveau trope des macronistes qu'on a l'habitude de bouffer depuis 7 ans. C'est le comparatif entre la dette de l'État et la dette qu'on peut avoir à titre individuel. Je rappelle que ce n'est absolument pas la même chose qu'un État qui s'endette, ce n'est absolument pas... un particulier qui s'endette. Ce n'est absolument pas la même chose. Pour expliquer, pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « bah si, c'est pareil, t'empruntes et tu dois rembourser, t'as un taux d'intérêt, donc c'est pareil ». Sauf que l'État, lui, il sera toujours en capacité d'emprunter, de rembourser et donc de rouler sa dette, puisque l'État est éternel. C'est un peu le principe. Alors que nous,
pauvres humains, sommes finis dans le temps. Et donc, c'est pour ça que, pour les particuliers, on demande un remboursement de la dette. Donc, voyez que c'est une vision qui diffère. L'argument de merde, comparer un pays à un ménage. Bah voilà, une année d'économie et une vidéo YouTube pour être au courant. Quand on est obligé d'emprunter, non pas pour acheter une maison, pour un appartement, pour Je sais déjà où il va. Je sais déjà où il va parce qu'il en a parlé hier dans sa conférence de presse et je sais déjà ce qu'il va dire. pour l'équipement de la maison ou pour acheter une voiture, mais simplement pour payer les frais de tous les jours. Voilà, c'était ça. Quand on est obligé d'emprunter et qu'on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire qu'on vous fait payer de plus en plus cher, ça s'appelle le surendettement. Les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. On va s'arrêter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, François Bayrou, encore une fois, dresse une ligne artificielle entre le bien et le mal. Le bien, c'est lui. Rappelez-vous, si vous n'avez pas compris, le but de cette vidéo, c'est de faire croire que François Bayrou, c'est l'incarnation de Dieu redescendu sur Terre pour tous nous sauver et nous emporter au paradis. Et les autres, le mal, c'est les oppositions qui sont méchantes parce qu'elles veulent couler le pays. François Bayrou dresse une ligne artificielle en disant qu'il y a deux types de dettes. Il y a la bonne dette qui permet d'investir dans l'État, c'est-à-dire faire des constructions, des infrastructures, etc. Et la mauvaise dette qui serait, elle, la dette liée au fonctionnement de tous les jours de l'État qui vivrait au-dessus des moyens et qui doit donc se serrer la ceinture. Or, parce qu'il l'a dit dans sa conférence de presse, là encore une fois, il fait une dichotomie sur les dernières années, en disant que cela fait 3 décennies, excluant la décennie Macron, bien sûr, sinon c'est pas drôle, ça fait 3 décennies que l'État emprunte pour financer son train de vie. Soi-disant que François Bayrou nous explique que l'emprunt de ces 30 dernières années, ou plutôt des 30 dernières années avant 2017, c'était uniquement pour le petit train-train de l'État de tous les jours et absolument pas pour de l'investissement. Et que depuis qu'Emmanuel Macron, Saint Emmanuel Macron, Jupiter descendu sur Terre, a repris les manettes, d'un coup on est passé à de la dette pour pouvoir investir, pour pouvoir moderniser l'économie, pour pouvoir redémarrer l'activité économique. Si on prend les chiffres, c'est absolument faux. Il y a eu des investissements qui ont été faits à tous les moments de la vie, et on peut même dire que sous Emmanuel Macron, il y a eu de la dette pour financer le train de vie de l'État. Juste une année, 2020. Vous savez, la dette Covid, c'était pas de la dette d'investissement, c'était de la dette pour financer le train de vie de l'État. Oh, l'argument tombe à l'eau. C'est dommage, Mais gardez bien ça à l'esprit, puisque François Bayrou ne cesse de faire des dichotomies entre sa vision du bien et les autres qui sont le mal. En gros, pour résumer un peu la vidéo et un peu ce qu'il est en train de dire, on a Emmanuel Macron qui est Jésus notre Sauveur et on a François Bayrou qui est Saint-Pierre venu nous guider dans sa lumière, des colombes dans l'obscurité. Oui, voilà. En tout cas, moi, c'est l'analyse de lecture que j'en ai. C'est bien, en fait, c'est moi, pas comme, je suis en train de faire une exégèse. Si quelqu'un pense que je me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. C'est exactement ce que je viens de faire, voilà. Excuse-moi François, j'ai pris les devants, mais je pouvais pas te laisser débiter autant de conneries à la minute. Pour l'instant, je n'ai entendu personne qui dise que ce danger n'existe pas. Pareil, ça encore une fois, voilà. Et je ne vais pas faire mon Clément Viktorovitch, bien sûr, mais on a affaire à une stratégie rhétorique. Le fait de mettre au silence celles et ceux qui pensent l'inverse de ce que vous dites, justement pour les décrédibiliser. Ça a un nom, mais c'est juste que ça ne me revient pas. C'est pour ça que je dis que je ne ferai pas mon Clément Viktorovitch. Il est bien plus doué que moi. Et il aura peut-être l'occasion, d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas intervenu dessus. Je n'ai pas suivi. Mais voilà. On voit tout un tas de stratégies argumentatives qui, je le répète, ont pour but de faire croire que la seule façon de s'en sortir, c'est la sienne et qu'il ne faut surtout pas lui mettre le moindre bâton dans les roues et qu'on est presque censé le prier. Et que de l'autre côté, accorder du crédit à n'importe quelle opposition, quelle qu'elle soit, c'est vouloir que le pays fasse faillite, que le pays s'effondre, que l'on vive dans un monde de misère, que la France disparaisse. Voilà.
C'est en substance ce qu'il dit. Et ce danger existe parce que nous l'avons laissé se développer au travers de 50 ans de déséquilibre. Ah, donc maintenant c'est 50 ans. Vous voyez, tout à l'heure je disais que dans la conf d'hier, il disait 30 ans. Bah là, dans sa vidéo, c'était même 50 ans. Donc, allez, qui dit plus? Est-ce que j'ai 60 ans dans l'assistance? 60 ans? Est-ce qu'on a un 60 ans? 60 ans de déséquilibre? Qui prend? Est-ce qu'on a un 60 ans de déséquilibre? L'assistance, c'est... Non, je crois que l'assistance est choquée des propos de François Bayrou et se dit que déjà 50 ans, c'est beaucoup. Ah, bonjour, Mister Oupigoubi. Très bien. Bonsoir. Moi, je pense que Bayrou, c'est le plus grand homme de tous les temps, mais vraiment, regarde comment le pays tourne à merveille. Je suis à un quart du SMIC en train de manger de l'Ecoplus. C'est beau la France, hein. Oui, j'ai envie de canner, sincèrement. Ah, bah moi aussi, j'ai envie de canner, mais c'est parce que j'habite... voilà. Bienvenue à toi, n'hésite pas à follow la chaîne, mais accroche-toi parce que ça va être fantastique, hein. Voilà, on a toute une... On rappelle, hein, la population n'a jamais été aussi pauvre. Divertissant et instructif. Oui, je sais, ça m'arrive de temps en temps de combiner les deux. On rappelle qu'il y a maintenant 10 millions de personnes pauvres, que le chiffre de la pauvreté n'a jamais été aussi grand depuis qu'il est mesuré avec l'indice de 1996. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France. Partant de ce postulat, ça rappelle 1789. Oh, c'est bien, je voulais un petit peu teaser là-dessus en disant qu'il faut faire attention. Eh ben, voilà, hein, rira bien qui rira le dernier. Je rappelle, si vous avez suivi le réacte pédagogique, que François Bayrou presque adule Henri IV. Pas besoin de rappeler comment a fini Henri IV, hein. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été présenté, tenez-vous bien, en 1974. C'est dire à quel point nous sommes devant une accumulation au fond, de dérives ou d'acceptation de dérives. Pareil, je reviens là-dessus. Quel plaisir ce petit live pendant que je fais ma mise en bouteille. À chaque fois que Bayrou part, j'ai juste à allumer l'embouteilleuse. Pareil, encore un truc là-dessus. Le dernier budget en équilibre remonte à 1974. J'aime bien comment il se sert d'un fait pour déployer son argumentaire en disant, vous vous rendez compte, ils sont tous irresponsables. Ça, c'est parce que le MoDem n'était pas aux commandes de l'État depuis 1974. Le MoDem aurait dirigé le pays, ça aurait été différemment. Non. Je vais revenir un petit peu sur ce principe d'endettement et surtout pour dire qu'un budget à l'équilibre, c'est pas forcément sain pour un pays. Surtout vis-à-vis de l'investissement. Je rappelle que, en soi, faire de la dette pour investir, c'est une bonne façon de faire de l'économie puisque la dette est remboursée grâce aux intérêts du rendement de l'infrastructure qu'on construit. Et d'autres choses, c'est pas parce que vous n'avez pas un budget en équilibre que votre État est condamné sur le long terme. C'est pour ça, en fait, que l'Union européenne a créé la règle des 3% de déficit. Qu'est-ce que c'est que cette règle? C'est une règle qui, normalement, chaque État est censé la respecter. Mais bon, quand on ne respecte pas les règles, on aime bien tordre les règles pour faire genre qu'en fait, on la respecte un peu quand même. C'est une règle qui dispose que tout État membre de la zone euro de l'Union européenne qui a donc adopté l'euro se doit de présenter un budget qui a un déficit au maximum de 3% du PIB. C'est-à-dire que si on prend la différence entre les dépenses et les recettes, cette différence, donc le déficit public, eh bien, doit être contenu à 3% du PIB maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que, avec le principe d'emprunt au fur et à mesure des années, eh bien, les pays empruntent à des taux d'intérêt divers. Avant, la France pouvait emprunter à 0% grâce à la Banque de France. On créait de l'argent, on investissait, c'était remboursé, l'argent disparaissait, il n'y avait aucune imputation comptable sur les comptes de l'État. Maintenant, on emprunte sur les marchés financiers, donc avec un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, quand il est contenu entre 0 et 3%, et c'est pour ça, du coup, la règle des 3%, ça permet en fait de le lisser au fur et à mesure des années, puisque un État ne rembourse pas son crédit en 2 à 5 ans, il le rembourse sur des échéances beaucoup plus longues. 7, 10, 15, 20, 25 ans, plus encore, grâce au principe justement du marché des obligations. Or, entre-temps, il y a l'inflation
qui passe, le fait que vous créez plus de masse monétaire et que donc 1 euro n'a plus la même valeur en 1974. Il n'existe pas, mais c'est pour que vous compreniez bien, n'a plus la même valeur en 1974 qu'il en a en 2025. Et que donc un emprunt que vous aviez pris en 1974 ne pèse plus autant dans le PIB qu'il pèse aujourd'hui en 2025. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne accepte ce déficit de 3%, puisque au fur et à mesure du temps, avec l'inflation, qui doit être, elle, comprise aux alentours de 2%, c'est pareil, encore une fois, les règles de l'Union européenne, eh bien ça permet que petit à petit, les emprunts les plus anciens, eh bien, ils aient de moins en moins de valeur et que, en fait, tu finisses par rembourser tes emprunts. Et c'est ce qu'on appelle en économie rouler sa dette. Voilà un petit peu pourquoi c'est pas la fin en soi de ne pas avoir un budget en équilibre. Je dirais même que c'est l'inverse, parce que si vous avez un budget en équilibre, mais que vous refusez d'emprunter pour investir, eh bien vous vous condamnez au déclassement à long terme, puisque vous vous condamnez à l'immobilisme. Voilà, donc encore une fois, il faut faire la part des choses. L'économie est un sujet très complexe et il ne faut pas laisser François Bayrou, pas synthétiser, non, schématiser, puisque ça ne sert qu'à asseoir son argumentaire. Chaque monnaie comme l'euro, le dollar, la livre sterling, tend à terme à zéro en valeur. L'euro a perdu 33% de sa valeur depuis 2020. Ah, depuis 2002. Ouf, oui, parce que j'ai dire depuis 2022. Ah ouais, parce que l'euro est en crise, mais à ce point. Ok, allez, continuons. Voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu de pédagogie sur ce qu'a dit François Bayrou, reprenons. Les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. On ne peut pas repousser à demain. Et voyez, encore une fois, à chaque fois, il ferme la porte aux autres propositions. Il faut faire aujourd'hui, sous-entendu, ce que moi j'ai prévu. Les autres, il ne faut surtout pas les laisser le moindre argument d'autorité. Enfin, il ne faut surtout pas les laisser l'occasion de faire quelque chose. Ils risqueraient de prouver que j'ai tort. Alors ne laissons surtout pas faire ça et jouons sur la peur de demain. Voilà, c'est littéralement ce que fait François Bayrou. François Bayrou, c'est littéralement les microtransactions dans les jeux vidéo avec la technique du FOMO, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer, avec en disant, voilà, promo exclusive, moins 50%, mais ça ne dure que 15 heures, alors dépêche-toi de vite prendre ça. Là, le but de François Bayrou, c'est de prendre de court les oppositions en disant, c'est maintenant qu'on fait des efforts et je vous empêche de réfléchir et de faire des propositions. Comme ça, on fait moi ce que je veux et c'est moi qui ai raison sur toute la ligne. Oui, c'est ce qu'on était en train de se dire justement tout à l'heure, c'est qu'on a plus de... Ouais, on sent venir la dissolution au lendemain de l'auto-éjection de François Bayrou, hein, parce que moi, faut appeler un chat à un moment. Quand on a atteint la somme de dette de, écoutez bien, 3 400 milliards d'euros, c'est une somme qu'on ne peut pas se représenter, mais il y a un chiffre qu'on peut garder en tête, c'est que chaque seconde de chaque jour et de chaque nuit, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Et si nous ne sommes pas saisis par un chiffre de cet ordre, alors nous ne pouvons pas comprendre le risque et la menace d'une... Merci de le dire, Mister Oupi Goupi. C'est exactement ce que j'allais dire. On rappelle que la plus forte augmentation de dette, c'est les 2 quinquennats Macron. Hein. Que sous les quinquennats précédents, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, et je prends que les 3 derniers, enfin les 3 quinquennats avant Macron, la dette était maîtrisée. Je dirais même que entre 2015 et 2017, donc sous la fin du mandat de François Hollande, on peut critiquer ce qu'on veut sur François Hollande, mais il y a un fait, c'est qu'on commençait à rembourser notre dette entre 2015 et 2017. On était de nouveau au-dessus de la barre des 3% de déficit public. Du moins, on était proche je crois qu'on est monté au plus haut à 2,7%. Donc,
on était en train de résorber notre dette petit à petit. Donc voilà, et puis boum, Macron est arrivé, et à partir de 2018, c'est la dégringolade, et surtout 2020, où là, il a sorti le carnet de chèques pour faire, je rappelle, hein, pour faire de la dette du train de vie de l'État, ce que critique justement François Bayrou. Donc, je le trouve assez culotté de nous faire des leçons de sa mauvaise gestion. Et je dis ça, mauvaise gestion, pour Emmanuel Macron et nos collègues gestionnaires de l'année qui ont coulé le pays et qui viennent ensuite nous demander des comptes parce que eux ont mal géré le pays. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup avec Macron. Le principe de socialiser les pertes, mais surtout de privatiser les profits. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup. Macron aura malgré tout sa part dans l'histoire de France, mais en tant que pire président de l'histoire de France. Ça, encore une fois, c'est subjectif. On disait ça de François Hollande sur la fin de son mandat, que c'était le pire président que la Ve République n'ait jamais connu. Bon, finalement, Macron, il arrive en mode old mad beer. Ça se trouve, le ou la prochain présidente fera pire encore. Donc tout ça, c'est subjectif. C'est juste que, ouais, on n'est pas sur des chemins glorieux en ce moment. Hein. N'importe quel autre candidat après Macron sera meilleur. C'est ton interprétation, tu as le droit de l'avoir. Moi, je ne la partage pas, mais on a tous le droit d'avoir son interprétation. Il y avait surtout le côté où il disait qu'il était de gauche. Bah ça a marché pendant un temps. Ça a marché pendant les gouvernements héros. Parce que quand on s'est tapé Manuel Valls, excusez-moi, mais l'argument de je suis de gauche, voilà, quand à côté tu as Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Voilà, c'est compliqué de se dire ça, quoi. Année sur l'autre, en 2026 par rapport à 2025, la charge des intérêts de la dette, l'annuité de la dette augmente de 8 milliards. Et une fois qu'on a dit ça, et qu'on sait que l'année suivante, en 2027, ça ne sera pas 8 milliards de plus que cette année, ça sera 10 milliards. Pour arriver en 2029, si nous ne faisons rien, à 100 milliards, 100 000 millions d'euros de charge de la dette, alors si nous ne voyons pas ça et si nous ne décidons pas de nous ressaisir... Il répète juste ces éléments de langage qu'il avait annoncés pendant sa conférence de presse. En fait, vous imaginez, ouais, je suis en train de me dire, imaginez en fait ces vidéos, c'est juste quand il faisait des entraînements, vous savez, comme quand on prépare un exposé, voilà, qu'on va passer à l'oral devant la classe, ou qu'on prépare un pitch pour ses collègues sur un dossier important qu'on maîtrise, et qu'on fait des entraînements à l'oral comme ça pour se préparer. En fait, c'est ça. C'est son entraînement à l'oral pour la conférence de presse qu'il nous a fait hier. Mais je suis d'accord, oui, là pour l'instant, il nous vomit des éléments de langage juste pour nous dire que c'est eux qui ont merdé, mais il faut leur faire confiance parce qu'ils vont rétablir le pays en l'enfonçant encore plus dans la crise. Alors c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants. On peut s'arrêter là, voilà. Nous sommes irresponsables devant nos enfants. Merci François d'avoir résumé 8 ans de macronisme. Voilà, nous sommes irresponsables. Et on peut en citer plein, comme ça, des Bruno Le Maire, entre autres. Hein. Voilà, pareil, un Mozart de l'économie qui aura bien fait exploser la planche à billets. Hein, voilà, c'est notamment grâce à Bruno Le Maire qu'on se retrouve dans une telle situation. Voilà, non mais... Nous sommes irresponsables devant nos enfants. La Macronie en 2027, ou plutôt en 2025. Mais non, mais je suis content que François Bayrou le dise de ses propres mots. Je suis content parce que faut voir la vérité en face. Et voyez, j'allais vous dire que le miroir, il est derrière lui parce qu'il il tourne le dos à la vérité. Mais là, finalement, peut-être qu'il a vu dans le reflet de la caméra le miroir et qu'il s'est dit, il faut dire la vérité aux Français, nous sommes irresponsables. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire ? Ce que je refuse, pas seulement par principe, mais parce que c'est complètement immoral. Je voudrais simplement qu'on décide... C'est quoi ce cut affreux qui a été fait ? Oh là là. Et puis en plus, il refuse. On est irresponsable, mais je le refuse. Voilà. Je veux pas être taxé d'irresponsable, quand bien même j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Très bien. Que cette génération, nous en 2025, en 2026, en 2027... Oui, attends, j'arrive François. Il y a 2 questions que je me pose. C'est qui pourrait régler le problème de l'économie ? Bien sûr, c'est pas souhaitable, mais personne n'a créé un mouvement pour envahir l'Élysée. Et le 75 ? Quoi ? Et personne n'a eu l'idée d'envahir.
Monaco qui serait une aubaine financière. Oui. Nous, il nous a dit, si on fait rien, on est irresponsable. Bah oui, encore une fois, c'est à nous de faire des choses pour réparer les pots que eux-mêmes ont cassés. C'est sympa, hein. C'est à nous de ramasser les miettes. Soyons la génération qui dit, bon, on va accepter les efforts nécessaires pour sortir de cette situation. Ça fait 8 ans qu'on encaisse des efforts nécessaires pour sortir de cette situation et que c'est année après année pire. En fait, je crois, et c'est pour ça que François Bayrou, dans 2 semaines, c'est fini, c'est justement parce que la population en a assez de voir la dégradation de ses services publics, de voir des cadeaux qui sont faits à une partie de la population sans contrepartie, de voir que l'économie est toujours plus dérégulée, que ça menace des emplois, de voir des ministres qui n'agissent pas quand on a des entreprises qui ferment alors qu'ils pourraient intervenir pour préserver les emplois. Cette population en a marre et c'est pour ça que le 10 septembre, elle se mobilise dans la rue pour demander la fin du macronisme. Tout simplement parce qu'on en a marre. On en a marre de ce tropisme économique qui est en train de nous mener dans le mur et pendant lequel on a sacrifié tellement pendant 8 ans pour au final en sortir encore plus pauvre. Voilà, c'est ça le bilan de 8 ans de macronisme. La moitié des impôts collectés sont pour financer les charges de la dette. Voilà. Bilan du macronisme, les impôts servent à payer la dette. Bravo. Si on ne les accepte pas, et ça dépend, j'essaie de vous regarder dans les yeux. Ne me regarde pas dans les yeux, s'il te plaît. Chacune et chacun d'entre vous. Bah oui, encore une fois, c'est à nous de réparer les pots cassés. Bref, je vais arrêter parce que je commence à tourner un peu en boucle et il m'énerve. Je vais boire un coup. Si ces efforts, ensemble, nous ne les acceptons pas, on peut améliorer, rééquilibrer. Je suis ouvert à toutes les propositions. Ah oui, il est ouvert à toutes les propositions, mais seulement les propositions que lui formule. Je rappelle bien qu'il l'a dit, que les oppositions ne font pas de propositions. Que donc, les seules propositions qui peuvent venir, c'est celles de son camp. Bien l'ouverture d'esprit, hein. Bien quand on considère que on est Premier ministre dans un Parlement minoritaire, qu'on s'est mis... Allez, c'était combien le taux de popularité de François Bayrou 18%, donc on s'est mis 82% de l'opinion publique à dos. Eh bien qu'on considère que les seules opinions, les seules propositions qui vaillent, c'est les nôtres. Bravo, hein, génial, bravo le déni. Hein. Non mais ça a l'air sympa le déni. Vous savez quoi, je vais envoyer à 11%, pardon, 89% de la population à dos. Faut le faire. Hein. C'est le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Hein. Il faut le faire ça quand même. Et de dire derrière que c'est à nous de faire des efforts et que les seules propositions qui vaillent, c'est celles que lui-même vont formuler. Bravo. Je rappelle qu'il est minoritaire et que c'est pour ça qu'il va partir. Hein. Mais si nous n'acceptons pas la dimension de cet effort, alors, je vous le dis, quels que soient les gouvernements qui suivront, nous serons contraints, obligés, forcés de le faire par le fait que nous ne trouverons plus de prêteurs. Voilà, encore une fois, l'agitation des épouvantails pour faire croire que si on n'applique pas le plan de Bayrou, on est absolument fini, que la France n'existera plus. C'est Bayrou ou rien. Bah, j'ai envie de dire, je préfère rien à Bayrou. Voilà. Nos voisins ont coupé dans les retraites, moins 30% des retraites pour la Grèce, moins 10% pour l'Espagne, et ont baissé les salaires de la fonction publique de 10%. Voilà ce que c'est que les conséquences du surendettement. Le but de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous soyez vous-même, vous forgiez vous-même votre propre opinion. Qui doit être la sienne, du coup, puisque les oppositions n'ont pas le droit de faire des propositions. Donc, faites-vous votre propre opinion dans l'idée que François Bayrou, c'est le seul qui puisse sauver la France. Mais bien sûr, vous êtes libre de vos opinions, hein, bien sûr. Salut Biloki, bienvenue sur ce stream. On est en train de s'échauffer, là, enfin, de s'échauffer. Pas dans le sens où on s'échauffe, mais je suis assez énervé, là, sur François Bayrou. Qui fait ses vidéos pour dire qu'il est le sauveur de l'humanité et que les autres ils ont tort. Voilà, donc il faut respirer. Qui est énervé dans le chat ? Je comprends pas trop bien ce qui se passe. François Bayrou est en train de nous dire que tout est que tout est de leur faute à eux, mais que c'est à nous de faire des efforts, grosso modo.
Voilà, ils ont mal géré le pays et que c'est à nous de tout sacrifier pour qu'ils puissent encore plus mal gérer le pays. Voilà, je viens de te résumer 7 minutes de vidéo sur lequel j'ai eu le loisir déjà de m'exprimer pendant 45 minutes. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire et de le défendre devant les Français. Ça tombe bien, il y a une représentation nationale pour ça. Représentation nationale qu'on a empêché de débattre sur tout un tas de sujets, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur les budgets, que ce soit sur les budgets alternatifs, que ce soit sur les propositions de loi qui ont reçu des motions de rejet préalable. Voilà, donc c'est bien la démocratie selon François Bayrou, hein. La démocratie, c'est je parle et vous m'écoutez. Et vous n'avez pas le droit de parler. Ah, oui, il va démissionner le 8, effectivement. Il va faire un discours de politique générale à l'Assemblée générale et il va demander la confiance à l'Assemblée nationale. Et donc, si l'Assemblée nationale ne vote pas la confiance, eh bien, bye, Roux. Voilà, tout simplement. Et c'est la direction qui se profile actuellement, puisqu'une grande majorité de l'Assemblée nationale semble se diriger vers le refus de confiance envers François Bayrou. Ma certitude, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que cet effort supportable et choisi. Nous sommes un peuple qui s'est relevé de bien des choses. On est tout à fait capable de vaincre cet obstacle-là. Mais c'est maintenant que ça se joue et c'est vous qui allez décider de cela. Et ça correspond à l'idée que je me fais de la politique. Je reconnais que je suis assez souvent minoritaire dans l'idée que je me fais de la politique. Bah oui, effectivement, si c'est pour régner d'une main de fer sur le pays comme il règne d'une main de fer sur Pau, merci mais non merci. Retourne à Pau et laisse tes électeurs trancher. Hein. Mais ça n'est pas une épreuve de force entre le pouvoir, les pouvoirs et les Français. Nous sommes là parce que c'est la situation à laquelle les Français doivent faire face, et nous sommes là pour le faire avec eux. Ma conviction, c'est qu'on ne peut réaliser des changements aussi importants, aussi profonds et aussi bienfaisants. On ne peut pas le faire sans les Français. Bon, là, sortez les violons, voilà, c'est encore une fois les arguments de langage. C'est creux, hein, ça veut rien dire. C'est simplement pour vous brosser dans le sens du poil, pour vous préparer au fist. Hein. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Hein. Je sais que c'est un peu cru de dire ça, mais c'est clairement comme ça. Hein. C'est de vous dire que d'un doigt, on va passer au deuxième doigt, au troisième et au quatrième. Hein. Donc voilà, c'est juste un peu de brosse à relever. Jamais sans les Français. Et c'est tout le but de cet échange. Et c'est tout le but du travail que je souhaite conduire pendant l'été avec vous pour partager le constat de la situation. On ne peut pas laisser les choses aller sans rien faire et sans rien dire. C'est une décision à prendre et au fond, c'est vous qui la prendrez. Merci à tous. Bah de rien, la décision est déjà prise. Bayrou. Très bien, bon bah c'est la première vidéo de Bayrou. Vous voyez, hein, comme quoi il y avait déjà beaucoup de choses à dire, 50 minutes sur une vidéo. On rappelle que dans les premières heures, les commentaires étaient désactivés car ils avaient mis le mode pour voir. Merci de m'y faire penser. Allons voir les commentaires. Oh là 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 là. Oh. Comme disait ma grand-mère, quand on balaye un escalier, on commence par le haut. Ah, j'en ai une autre comme ça. La hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça sert. Allez, sortez vous aussi vos expressions comme ça, c'est le moment. Après, il sait que le vote du budget, c'est pas un référendum. Oh, c'est François Bayrou. Hein. Ouh, je crois que ça va être salé. Sauf erreur de ma part, monsieur Bayrou, vous êtes en politique depuis 82. Vous avez participé à plusieurs gouvernements, notamment Balladur et Juppé. Depuis 2017, vous soutenez les différents gouvernements de l'ère Macron. Et là, vous nous expliquez que l'incurie des politiques, j'aime bien ce mot-là, incurie, pendant plusieurs décennies, rend nécessaire que nous nous serrions la ceinture. Comment pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que vous pouvez bénéficier d'une quelconque crédibilité ? Si les Français doivent faire des sacrifices, il me semblerait logique que tous les incompétents qui ont eu un mandat national depuis 30 ans renoncent à la politique de manière définitive et aillent bosser pour de vrai, comme ceux auxquels ils demandent les dits sacrifices. Après, on pourra envisager de faire les efforts nécessaires pour redresser un pays que vous et vos amis ou adversaires politiques avez conduit au bord du gouffre. Oh, c'est vénère. Hein. Ah,
Attention, c'est le moment divertissant et instructif. En Islande, une fois leur mandat terminé, les présidents redeviennent des citoyens ordinaires. Pas de bureau, pas de chauffeur, pas de rente à vie, juste le retour à la vie normale. Et en France, on maintient un statut d'ancien élu qui coûte cher aux contribuables. Des avantages financiers, des assistants, des bureaux, des privilèges qui s'ajoutent à un système déjà généreux en indemnité et en cumul. Pourquoi nos élus ne pourraient-ils pas, eux aussi, se contenter de leur mandat et se dire qu'ils sont au service du pays et non au-dessus de lui? Il est temps d'ouvrir le débat et de faire le ménage dans nos institutions. L'exemplarité doit devenir la règle. Alors, cher Premier ministre, à quand la fin des privilèges pour les anciens et les actuels? À quand un vrai retour à la réalité? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme lui il a 60 ans, il ne va pas avoir le droit à ses avantages de Premier ministre. Donc déjà, voilà. Ouh. Je ne sais pas qui est ce jeune youtubeur plein de talent qui a réussi à agréger aussi vite une communauté aussi unanime dans la détestation de ses idées, mais c'est du génie. Alors lui, il mérite un pouce, parce que là, franchement, oh là 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 là, piquant à souhait. Ah, c'était très drôle. Allez, on s'arrête là, parce qu'on va avoir encore d'autres vidéos à faire. Piquant à souhait. Bon, ça, c'était l'épisode 1. Passons à l'épisode 2. Bon, qui sera 2 fois plus court. Donc, je vais être 2 fois plus concis. 1 heure plus tard. Alors, la deuxième vidéo, qui a été sortie le 6 août, donc quelques jours après la première vidéo, qui a reçu 42 000 vues. Ah oui, d'accord. Ah oui, 100 000 vues de moins, ça fait mal. Et là, on est... Ah oui, par contre, le ratio est toujours autant. 707 pouces bleus et 5300 pouces rouges. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. La carrière de youtubeur de François Bayrou s'annonce compliquée. Non, mais ça, voyez, là, moi, j'en sais quelque chose, hein, parce que pour poster autant de VOD, je sais très bien. Quand je vois une barre de pouces bleus, pouces rouges comme ça, je me dis véritablement que là, l'algorithme de YouTube, mais il va le détester. S'il reposte des vidéos après avoir fini sa carrière de Premier ministre, jamais son contenu ne sera mis en avant. Ça va être une débandade pour lui. Accrochez-vous. N'hésitez pas, bien sûr, YouTube, si vous appréciez cette VOD, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner à cette chaîne. Voilà, faire voir justement à quel point vous appréciez mon contenu et si vous voulez en voir plus. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de réacts politiques, de personnels politiques comme ça qui pourraient être intéressants à regarder dans leur carrière d'influenceurs, de créateurs de contenu, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je suis preneur. Je suis un abonné de Bayrou. Et bien moi, je suis aux abonnés absents. J'adore rire. Et je mets des pouces bleus pour l'encourager à me divertir, tel un bouffon du roi. Il y a beaucoup de sel dans... Enfin, il y a beaucoup de... Oh, on va dire que j'aime la musicalité des mots, et surtout le cynisme, finalement. Il est très marrant, ce cynisme. Allez, écoutons donc François Bayrou, épisode 2, quelques jours plus tard. On va voir déjà, s'il y a eu un glow-up. Est-ce qu'avec la YouTube Money qu'il a eu, est-ce qu'il a investi dans son setup, dans son décor, dans son matériel pour faire un petit peu du contenu de meilleure qualité? On va voir. Alors, par contre, non, la tête encore plus proche, ça va pas du tout. Vous voyez, moi j'ai adopté un plan assez éloigné, justement, pour pas que vous ayez ma tronche en 3D et en 4K, parce que... doucement, l'ascenseur émotionnel quand même. Mais là, le fait d'être en aussi gros plan, j'espère que la caméra va faire un dézoom. Je suis pas prêt pour la 3. Oh putain. On dirait les espèces d'arguments putaclic. Vous verrez l'épisode 3, vous n'allez pas en revenir. Mais je suis pas vrai. Déjà, il y a un petit changement. C'est plus joli. Il est devant une fenêtre, donc on est toujours à Matignon. Il y a un petit arbre derrière, il y a du soleil. Il y a plus de couleurs, c'est plus joli. Là, on voit qu'il y a eu un effort qui a été fait pour le décor, le cadre de la vidéo. En revanche, le François en gros plan, je suis pas sûr. Son cadreur s'est cassé en vacances. Ah, c'est ça. En fait, il est... Ah pardon, attendez, il faut que je fasse ma blague. Il est avec son téléphone comme ça, il est en train de se filmer telle une youtubeuse beauté. Voilà, il est comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans FB Direct, abonnez-vous, mettez la cloche. C'est ça explique pas mal de choses. Ça explique le plan resserré. Merci de m'éclairer, King Loris. C'est très intéressant. Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de ces échanges de l'été.
au travers desquels je voudrais que nous fassions ensemble le point sur la situation du pays et sur les orientations à prendre. Hier, nous avons... J'ai vraiment cru qu'il allait faire les appels à action. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, partager. J'ai vraiment cru qu'il allait dire ça, hein. Moi, j'ai vraiment cru à François Bayrou, youtubeur, hein. Oh là là, je suis presque... Excusez-moi, mais... Voilà, je suis déception. Je veux entendre Bayrou m'inciter à mettre la cloche. Bon, où ça, je ne sais pas, mais à mettre la cloche. Nous avons parlé de dépenser moins, parce qu'on est devant cette menace du surendettement, de dépenser moins ou dépenser mieux. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du deuxième volet de ce plan, qui est produire plus. Si on essaie de comprendre pourquoi la France se trouve dans cette impasse, alors les choses apparaissent tout d'un coup aveuglantes. La France est dans cette impasse et cette menace de surendettement parce qu'elle produit moins que ses voisins. Si on prend les chiffres précis... Je sens déjà venir où est-ce qu'il va nous emmener. Oui, donc il a déjà dit ça à la télé en juillet. Non, mais en fait, il se répète, hein. François Bayrou, c'est un magnétoscope. Je sens déjà où est-ce qu'il nous emmène et ça me fait peur. Sachant qu'on produit moins, ça dépend de ce qu'on produit moins. Si on produit moins, notre PIB se casserait la gueule et on ne serait pas en croissance, on serait en décroissance. C'est toujours intéressant de prendre les mots tels qu'ils sont. Notre pays produit moins. Bah non, on produit plus d'année en année. On produit plus, voilà. Si elle produit entre 10 et 15% de moins par habitant que ses voisins, et vous voyez que si... Et c'est marrant, parce qu'il nous dit que pourtant, on a la croissance la plus élevée de la zone euro. Et pourtant, on produit moins que nos voisins. Voyez, encore une fois, il aime bien. Là pour le coup, je sais ce que c'est. C'est une technique rhétorique qu'on appelle le cherry picking, qui consiste à prendre uniquement l'argument qui nous intéresse et occulter tout ce qui ne nous intéresse pas. Le mec parle de production, il ne comprend pas ce qu'on produit déjà. Oui, effectivement, ça part bien. Ouais. Nous étions au même niveau de production que ceux qui nous entourent. Alors ça voudrait dire que dans les familles, les salaires seraient de 10 ou 15% plus importants, et pour l'État, les ressources seraient 10 ou 15% plus importantes. Donc il faut produire plus. Et vous savez, est-ce que vous avez compris où est-ce qu'il vous emmène, hein ? Que l'idée, c'est pas simplement de recréer des emplois, de partager le temps de travail, de créer des emplois qualifiés, d'investir dans l'éducation pour avoir des emplois qualifiés, d'avoir une industrie de pointe, une industrie performante, une industrie qui est donc compétitive parce que compétente et qualifiée, avec donc des salaires attractifs, et donc la possibilité de nourrir par un cercle vertueux et la croissance et la demande et les caisses de l'État et les caisses de sécurité sociale. Non, le but, ça va être de créer des emplois toujours plus précaires et puis surtout de faire travailler plus. Donc de payer le maximum en dessous du SMIC et puis de faire travailler le plus longtemps possible. Hein, les 35 heures, c'est fini, bande de feignasses. C'est mon guess. Il va nous emmener là en disant les 35 heures, c'est fini, bande de feignasses. Plus, ça pose la question du travail. Les chiffres ont été publiés cette semaine. Le chômage des jeunes augmente en France. Il a atteint 19%, c'est-à-dire... il a atteint 19%. Je vais mettre cet élément en parallèle avec un autre. Nous venons de reculer l'âge de la retraite, ce qui fait qu'il y a une génération de personnes qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont largement fait leur part, qu'on empêche de partir en retraite, alors que des jeunes qui voudraient prendre leur place ne peuvent pas parce que justement on les retient au travail. Comme par hasard. Oh bah alors, mince, on repousse l'âge de la retraite et ça augmente le chômage, surtout chez les jeunes. C'est triste quand même, hein. Les gens ne travaillent pas car les emplois n'existent pas. Ouf. Quand ton pays tourne sur du service à la personne, il faut que les personnes paient les 10 services. Oh, j'aime bien. J'aime bien quand ça intervertit les mots comme ça et que ça met des taquets. Là, c'est très joliment dit. Dire 1 jeune sur 5 dans notre pays est au chômage. Et les entreprises ne trouvent pas de gens pour travailler. Et elles ferment leurs portes. Elles ferment leurs portes justement parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas foutu de se remuer les fesses. Quand on parle de délocaliser dans des pays et de sacrifier des emplois, alors que justement, on a des ministres dont les missions sont de mettre en place les politiques pour maintenir les entreprises, avec soit
un cadre de travail plus attractif ou bien en leur forçant la main. Or, ce gouvernement ne veut absolument pas se mêler de cette question. C'est pour ça qu'on a eu le fameux Bruno Demande pendant 7 ans, où dès qu'il fallait s'opposer aux grandes entreprises, aux grands groupes qui délocalisaient, qui détruisaient des centaines de milliers d'emplois en France, eh bien c'était Bruno Demande. Par contre, quand il s'agissait d'augmenter les impôts, de créer de nouvelles taxes et de nous la mettre à l'envers, à la Bruno exige. Contexte, le taux de chômage est de 19% pour les 15-24 ans. Pour les 25-49, on est sur du 6,9% et les plus de 50 ans, on est à 4,8%. C'est marrant, hein, du coup, c'est la population la plus âgée qui est le moins au chômage, alors qu'on a toute une classe d'âge qui ne demande qu'à travailler, de pouvoir vivre dignement. Or, quand tu empêches une classe d'âge de partir à la retraite d'une part, et qu'en plus tu ne crées pas les conditions pour avoir des emplois attractifs, bien payés, qui permettent de contribuer à la sécurité sociale au compte de l'État, bah, faut pas s'étonner que le chômage augmente et que les comptes publics se dégradent. C'est mécanique. C'est mécanique. Vous voyez bien qu'il y a là un scandale que nous ne pouvons pas accepter. Il parle de la réforme des retraites parce qu'effectivement, c'est un scandale qu'on ne peut pas accepter. Et c'est pourquoi il faut un plan d'urgence pour qu'on puisse proposer un travail à un plus grand nombre de jeunes et inciter les jeunes à accepter le travail qui leur mettra le pied à l'étrier. Petite anecdote, je connais bien l'architecture France Travail, d'une part parce que j'ai travaillé en sécurité sociale pendant un certain temps, et d'autre part puisque j'ai pointé, comme beaucoup d'entre nous finalement, à France Travail. Quand il parle d'incitation à l'emploi, c'est littéralement mettre un couteau sous la gorge en disant « tu prends ce boulot ou tu n'as plus tes droits ». Voilà. Et que t'avises surtout pas de démissionner ou de demander une rupture conventionnelle, hein, parce que dans ce cas-là, adieu ton chômage. Non, le but d'un jeune, c'est de travailler et de fermer sa gueule, et puis bien sûr d'être payé au lance-pierre. Hein, voilà, c'est ça le but d'un jeune pour François Bayrou. Le chômage est stable à 7-8% depuis 2020, source INSEE. Intéressant, merci Guillaume. J'avais pas vu que c'était toi tout à l'heure, l'autre commentaire. Merci pour les commentaires de contexte. Deuxièmement, pour dépenser mieux, il faut que nous analysions ce que l'État réserve depuis des années et de manière très importante aux aides aux entreprises. Ah oui, je suis d'accord. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti et qui dit 211 milliards d'euros sont consacrés chaque année à l'aide aux entreprises. Alors c'est principalement une aide à la baisse des charges et tout. Putain, cotisation. On ne parle pas de charges, on parle de cotisation. Mange tes morts, François. Cela se comprend. Il y a probablement à dépenser mieux et à compenser par plus de liberté, plus de facilité, plus de simplification pour les entreprises. Tout ça, c'est des éléments de langage pour dire que on dépense 200 milliards pour les cotisations sociales et patronales. Et que donc le but de François Bayrou, c'est de dire il faut mieux dépenser. Il faut mieux dépenser ces 211 milliards. Donc on va augmenter, hein, parce qu'on ne dépense pas assez pour les entreprises. C'est ça que ça veut dire en fait globalement, hein, le but de François Bayrou. Hein, pour toujours faire des cadeaux aux grandes entreprises. Je rappelle que ces aides ne sont pas conditionnées, qu'on peut donner autant d'argent qu'on veut et que derrière, non seulement ça ne crée pas d'emploi, mais qu'en plus ça en supprime. Voilà. Surtout les grands groupes qui en profitent allègrement. Je ne vais pas me lancer dans un catalogue La Redoute Verbo des Trois Suisses parce que là, ce serait le défilé de la honte. Mais les grands groupes qui ont profité des aides aux entreprises pour engraisser leurs actionnaires et pour derrière supprimer des emplois, remplacer ça par des alternants, frais payés par l'État, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Ce serait... Ouais, merci de faire le défilé de la honte à ma place, Wenderlich. Voilà. Merci à toi de jouer le jeu. Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Donc la question, c'est surtout pas de conditionner ces emplois, ces aides à des créations d'emplois. Parce que je rappelle que c'était le MEDEF qui était l'instigateur de ça sous le mandat de François Hollande quand le CICE a été pérennisé en baisse de cotisation pour les entreprises. À la base, c'était des aides qui étaient prévues pour créer des emplois. Et que déjà, à l'époque, on était sur une centaine de milliards d'euros et que ça avait créé moins de 100 000 emplois et que donc on était à presque 1 milliard d'euros d'argent donné par 30 000 euros par l'emploi. Ah oui, d'accord, ok.
Alors, c'est mes chiffres qu'on dû... j'ai dû mélanger 2-3 petits trucs, mais voilà. Bon, 30 000 euros par emploi créé. Voilà, effectivement, 30 000 euros d'argent public, sachant que ça ne coûte pas 30 000 euros à l'entreprise. Donc, c'est littéralement un blanc-seing à l'entreprise pour recruter. Et derrière, vous expliquerez pourquoi les comptes publics sont dégradés. Parce qu'on achète littéralement, artificiellement, des travailleurs pour les entreprises. C'est littéralement ça, les allègements de cotisations pérennisés. Sachant qu'en plus, il y a un effet très, très vicieux, qui est que plus on est proche du SMIC, plus les cotisations sont prises en charge par l'État. Au point que justement, quand vous prenez quelqu'un qui est au niveau du SMIC, il y a tellement d'allègements de cotisations qu'en fait, ça ne coûte rien à l'entreprise. Littéralement, c'est l'État qui paye le salaire de l'employé, de quelqu'un au SMIC. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont prises au piège au SMIC et que donc le SMIC a tendance à rattraper de plus en plus de franges de salaire parce que, en fait, plus vous êtes proche du SMIC, plus les cotisations sont prises en charge par l'État, jusqu'au point où vous arrivez à 100% de prise en charge par l'État, pratiquement, en gros. Et que derrière, si vous augmentez les salaires, en fait, l'effet, il est dégressif et c'est exponentiellement dégressif. C'est-à-dire que si vous augmentez de 100 euros, vous vous retrouvez avec un décalage énorme en termes de cotisation qui fait que vous êtes patron. En fait, vous avez tout intérêt à avoir une main-d'œuvre qui est au SMIC et à ne surtout pas la changer du SMIC et donc à la maintenir au SMIC. Donc voilà, on se retrouve avec un pays qui travaille plus, qui est de plus en plus au chômage, qui gagne de moins en moins d'argent. Et donc tout ça, ça crée un cercle vicieux qui freine les comptes publics, qui freine la sécurité sociale, qui freine la croissance, qui freine l'investissement. Voilà le nœud du problème de nos déficits cumulés de toutes ces années. Parce que justement, on n'incite pas à rehausser les salaires avec cette politique de baisse de cotisation sociale. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire, moi je serais ministre de l'économie, je dirais, vous voulez des sous aux entreprises, vous voulez des sous pour vous, vous me créez des emplois. Et ce ne sera pas 30 000 euros l'emploi, ce sera beaucoup moins. Et si vous pleurez, on vous nationalise tout ça. Bim, allez, c'est réglé. Voilà. La logique économique rationnelle aurait été d'embaucher des fonctionnaires à la place de baisser les cotisations. Mais c'est vrai, en fait, au final. Du coup, nationalisons. Voilà. Ça coûtera moins cher de nationaliser que de faire des cadeaux aux entreprises. Voilà. C'est con, hein. Je rappelle que tout ça est issu des Mozart de l'économie, de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Hein. Bravo. Bravo les idées. Hein. En fait, on a 211 milliards d'euros par an, budget qui augmente d'année en année, pour le donner aux grandes entreprises, sachant que ça coûterait moins cher de nationaliser, justement. Que pour tout ce qu'on a dépensé, on aurait pu avoir non seulement des pans de l'économie sous le giron de l'État, et donc protégés, et donc des fonctionnaires qui auraient été mieux payés, qui auraient mieux fait tourner l'économie, plus de croissance, plus de recettes fiscales, etc., etc. Et donc moins de dettes. Donc encore moins à rembourser, moins de charges de la dette. C'est un cercle vertueux. C'est le principe keynésien de relance par la demande. Mais comme ce président et ce gouvernement ne veut entendre que d'une politique de l'offre et surtout pas de la demande, il ne faut surtout pas donner aux Françaises et aux Français les moyens de consommer, et forcément, on va dans le mur et on accélère de plus en plus à la vitesse d'un TGV. On propose que ce soit les entreprises elles-mêmes, avec l'État, qui définissent les simplifications qu'il faut faire. Et puis produire plus, ça veut dire que le pays travaille plus, qu'il a plus d'activité, et c'est à partir de cette idée que j'ai proposé, l'idée controversée, qui a fait beaucoup de commentaires, de restreindre le nombre des jours fériés. Je suis tout à fait ouvert sur de quel jour il s'agit. Il est tellement ouvert que c'est ça qui le fait sauter. Hein. Si on travaille un jour de plus ou 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus. Je sais bien que... Oui, et que du coup, il n'y a personne pour consommer parce que notre salaire n'augmente pas. Et donc, la croissance n'augmente pas. Vous souvenez-vous du croisement de l'offre et de la demande qui détermine que le prix d'un produit est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Si vous augmentez l'offre mais que la demande ne bouge pas, le prix s'effondre. Et que donc vous êtes moins compétitif, sachant qu'on a une économie qui est quand même censée être tournée vers l'exportation. Et que donc, de fait, vous accroissez votre déficit commercial, que vous importez pour plus cher et que vous exportez la même chose pour moins cher.
C'est comme ça qu'on détruit une économie à l'intérieur et à l'international. D'autres idées, les Mozart de l'économie ? Ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'opposition. Mais en vérité, si c'est un effort de cet ordre qui permet de sortir des difficultés qu'on rencontre ou qui Non, on va justement les aggraver. nous aide à sortir des difficultés qu'on rencontre, je trouve que c'est un effort acceptable qui ne demande pas qu'on renonce à notre modèle de société ou à notre modèle de vie de famille, d'autant plus si on trouve des jours plus adaptés que ceux que j'avais proposés. Enfin, Bon, pour résumer d'ailleurs, hein, le coût des 2 jours fériés, je l'avais expliqué tout à l'heure, mais on n'était pas en VOD. C'était justement un petit peu une technique de négociation de François Bayrou à l'époque où il ne comptait pas passer par un vote de confiance, mais essuyer des motions de censure. C'était l'argument pour négocier avec le PS et empêcher le PS de voter justement en revenant sur cette suppression de 2 jours fériés. Donc finalement, il n'y aura même pas besoin de négocier là-dessus puisque c'est fini. il y a un gros travail à conduire pour le travail sur une amélioration de notre système de retraite. Vous vous souvenez peut-être qu'au printemps, j'avais réuni dans un conclave les organisations syndicales et patronales. Ah oui, d'ailleurs, ça a donné quoi ? Rien. Ils sont arrivés presque jusqu'au dernier centimètre d'un accord dans lequel on prendrait mieux en compte la pénibilité, dans lequel on prendrait mieux en compte les carrières des femmes qui sont souvent interrompues par la maternité et ça pose de très gros problèmes au moment d'arriver à la retraite. Et j'ai proposé que... Moi aussi, j'ai presque gagné une fois. Voilà, Emmanuel Macron, suite à la dissolution de 2024, il a presque gagné. Voilà. Pareil pour les Républicains, ils ont presque gagné aussi. Hein, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, cher King Loris, voilà, je ne savais pas comment t'annoncer, mais écoute, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il y a un poste de Premier ministre qui va se libérer le 9 septembre, donc tu peux envoyer ta candidature. Voilà, on sait jamais. Voilà, vu que tu as presque gagné, eh bien, tu es autant qualifié que Michel Barnier et François Bayrou pour être Premier ministre. Je pense que je suis pire que Bayrou. Tu vois, je suis d'accord avec Wenderlich. Je pense que tu es plus solide, surtout sur les questions économiques, que François Bayrou. Hein, parce que là, il n'y a aucun sens. Il n'y a rien qui va sur ce qu'il dit. Par rapport à tout ce sur quoi on peut échanger sur le Discord, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça montre à quel point tu as beaucoup plus de connaissances sur l'économie et que François Bayrou, en tout cas. Plus réfléchi, c'est sûr. Mais en tout cas, de fait, vu que tu es plus réfléchi, tu es mieux que Bayrou. Voilà. Ces progrès que les syndicats et les entreprises avaient fait ensemble, on puisse le reprendre à l'automne dans la discussion sur le projet de loi de sécurité sociale. Pareil, ça encore une fois, c'est de l'enfumage. Le conclave des retraites, est-ce que vous vous en souvenez ? C'était pareil, voilà, la technique de négociation de François Bayrou pour ne pas se faire censurer par le PS. Ça remonte, voilà. Qui avait proposé que les partenaires sociaux, on les connaît, se réunissent afin de discuter d'une nouvelle réforme des retraites. Au début, c'était vous négociez de tout et n'importe quoi. C'était le PS qui avait dit ces conditions et François Bayrou a dit « Ok, voilà, les partenaires sociaux pourront débattre de tout et n'importe quoi ». Mais voyant à quel point le rapport de force risquait d'être en faveur des organisations syndicales, François Bayrou a envoyé une petite lettre de cadrage en disant « Bon, alors vous avez le droit de négocier sur tout. Par contre, vous ne revenez pas sur l'âge de la retraite. Par contre, vous ne dégradez pas les comptes de la sécurité sociale. Par contre, vous ne changez pas ça, vous ne changez pas ça, vous ne changez pas ça, vous ne changez pas ça. » Donc, ce qui fait qu'à la fin, il restait que des miettes, tout en disant que voilà, s'il n'y a pas unanimité des partenaires sociaux, eh bien du coup, on n'aura pas de nouvelle loi sur les retraites. Littéralement, François Bayrou a donné le bouton rouge de non-accord au MEDEF pour justement saboter le conclave des retraites. Moi, je veux bien le poste, ce ne sera pas le grand soir, mais on se fera une petite soirée nationalisation du BTP, du logement, de l'énergie. Ah, et de l'énergie. Ah, tu veux nationaliser l'énergie et l'énergie. Intéressant. Mais oui, le conclave des retraites, c'est dommage que je ne l'ai pas. Alerte enlèvement. France cherche son conclave des retraites. Si vous avez vu des membres du conclave des retraites, merci de le signaler aux autorités compétentes.
On a enfin un très gros travail Bref, c'est une arnaque. pour essayer de comprendre pourquoi il y a toute une partie de notre commerce extérieur sur lequel nous ne réussissons pas à équilibrer les choses. Ce travail filière par filière, produit par produit, à partir du... Peut-être parce qu'on a laissé les entreprises délocaliser là où on produisait, notamment de l'industrie, qui était quand même un des piliers avec le commerce qu'on avait en France. Peut-être parce qu'on a saboté l'agriculture française au point qu'on est en train de tuer notre modèle agricole français à coup de lois de simplification et de lois d'ouverture à la concurrence soi-disant libre et non foncée, ce qui fait que les produits français se retrouvent de plus en plus concurrencés avec d'autres produits venus du monde entier, et forcément les pays du monde entier, eh bien, ils sont pas au même prix que les produits français, et que donc de fait, en fait, c'est censé être une concurrence libre et non faussée, mais finalement ça crée une distorsion de concurrence. Bref, peut-être parce qu'on a salopé nos trois pans de l'économie, qu'en fait on a une balance commerciale extérieure qui est absolument déficitaire comme jamais, qui n'a jamais été aussi déficitaire que maintenant, et que justement on a laissé partir tous les emplois sur lesquels on avait de la compétence, sur lesquels on était qualifié, et sur lesquels, je le répète, les ministres n'ont rien fait pour empêcher les fermetures d'entreprises et les délocalisations. Peut-être on pourrait commencer par réfléchir de ce côté-là. Il y a peut-être une piste de ce côté-là. Mais bon, vous voyez, je ne suis qu'un simple citoyen. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu de responsabilité politique. Qu'est-ce que j'y connais après tout au fonctionnement du pays ? Je vous rappelle que François Bayrou disait qu'il voulait des propositions, mais uniquement de celles qui viennent de son camp. Je crois que du coup, en fait, je suis pas... Enfin, là, je suis en train de parler dans le vide. Pour François Bayrou, je ne fais pas de propositions. Voilà, puisque je suis pas dans son camp. C'est triste, hein. Du bilan du commerce extérieur, c'est aussi une manière de dire on va reconquérir la production. On va se remettre... Alors, reconquérir la production, ça veut dire faire en sorte de délocaliser encore plus pour perdre encore plus d'emplois. Hein. Parce que, je répète encore, enfin, je vous explique un petit peu. On entend parler depuis notamment 2022 de politique de réindustrialisation, de reconquête dans l'emploi, de relocalisation. On n'a jamais autant délocalisé et perdu d'emplois industriels, agricoles, et de services que depuis qu'on a mis en place tous ces principes de relocalisation. Donc encore une fois, merci au Mozart de la finance. À produire dans des secteurs où nous ne produisions plus. Et il y a bien des exemples qu'on peut mettre en valeur pour les années qui viennent sur ce sujet. Merci à tous et à demain. On va se dire à tout de suite, mais j'ai pas envie. Non, du coup, c'est une vidéo du gouvernement. Hein. Donc la YouTube Money, elle va peut-être dans les caisses de l'État. Hein. Tu te trompes, sans reconquérir la production, c'est-à-dire bousiller les salaires car la Chine devient moins intéressante. Ah, pardon, c'est vrai que j'avais oublié ça. Délocaliser et derrière bousiller les salaires, c'est vrai que j'avais oublié. En termes de mesures, ça a été justement tout un tas de mesures où on sort le carnet de chèques pour faire venir des entreprises en France qui, au final, s'installent pendant 3 mois, puis après ferment tout parce que c'est pas compétitif et du coup, ça reste pas. Il y a un exemple, vous pourrez taper comme ça sur Google un peu plus tard, l'Airbus des batteries électriques. Voilà, encore des subventions. En fait, à chaque fois, si on sort le carnet de chèques, on donne tout aux entreprises, elles empochent l'argent, et derrière, en fait, elles emportent les savoir-faire, et puis elles ferment les entreprises. Donc c'est bien, on a créé de l'emploi pour 3 mois. Bravo! Donc voilà, 3 mois, sachant que je répète que pour avoir le droit au chômage, c'est 6 mois hein, qu'il faut pour la période d'affiliation. Donc bravo. Donc si vous voulez avoir un formidable exemple de ce que donne la relocalisation à la française, vous cherchez l'Airbus des batteries électriques. Et là, vous verrez, mais c'est confondant de bêtises. Les Chinois ont protégé leurs emplois locaux, eux. Ouais. Et effectivement, ils sont en train de rouler sur tout le monde tellement ils ont une politique économique efficace et agressive. Hein. Et voilà, et maintenant, en fait, de fait de la zone euro et de l'Union européenne, on est en concurrence aussi avec les Polonais, les Allemands, avec toute la zone euro, qui fait que même à l'intérieur de la zone euro, en fait, on a des situations de distorsion de concurrence, puisque de fait, le niveau de vie de certains pays de l'Union européenne n'est pas du tout le même que le nôtre en France. Par exemple, la Pologne, qui n'a absolument pas le même salaire minimum, qui n'a absolument pas les mêmes normes de production, etc., etc.
Voilà. Et le problème, et c'est le problème du marché commun de l'Union européenne, c'est que tous les produits circulent librement et que donc les entreprises ont tout intérêt à délocaliser en Pologne et c'est beaucoup ce qui se passe parce que ça coûte moins cher et que c'est plus compétitif que de produire en France justement parce qu'il n'y a aucune mesure de protection. Voilà, donc c'était l'épisode 2 de François Bayrou. La 3, c'est ma préférée, comment il en a rien à foutre. Eh ben, on va se faire le 3e épisode. Et puis du coup, je pense que ça nous fera déjà un bon live parce que ça va faire 2 heures qu'on est en live. On est déjà à 1h20 de VOD. Ouais, il me faut 40 minutes pour faire un épisode. On va juste voir les commentaires. Oh, il y a Défécator. Ouh, ça va chier des bulles. Oh, il y a Défécator. Oh là là là. Faut pas lui souffler dans les bronches à Défécator. Hein. Déjà, donnez vos sources, s'il vous plaît. Ouf. Quand on publie une vidéo, on dispose d'une zone description dans laquelle on peut donner tous les liens vers les sources sur lesquelles on s'appuie. Là, vous dites si on prend les chiffres précis, mais vous ne donnez aucune précision et on ne sait même pas à quoi vous vous rapportez. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ouh, François Bayrou, il doit être tellement mal. Tiens, je lâche un pouce parce que c'est Défécator, c'est un collègue. On cherche 43 milliards d'euros. L'évasion fiscale représente à elle seule plus de 60 milliards d'euros. Fourchette basse. Oui, parce que j'allais dire justement la fourchette haute, elle est autour de 100 à 110 milliards d'euros. Hein. Selon YouTube, il est classé dans la rubrique bruit de fond. Je n'écoute pas ces vidéos, mais les commentaires sont un vrai bonheur. Oh là 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 là. Les gens qui sont là. Ah, les commentaires, on est là que pour ça. Oh là, l'espace commentaire est encore ouvert. Ce ne sont pas des échanges, c'est un monologue. C'est fou comment il a raison. C'est vrai que je suis tellement sur le fond de ce qu'il dit et à faire de la pédagogie que j'en oublie de revenir sur l'idée du format et les mots qu'il emploie. C'est fou. Faisons que le 10 septembre devienne un jour férié comme le 14 juillet. Moi, de toute façon, je suis favorable à toujours plus de jours fériés. Et même, je suis favorable à l'idée dont on avait parlé sur le serveur Discord, qui est valable dans certains pays. Je crois que c'est au Royaume-Uni, je crois. Je suis plus sûr. Qui est que, par exemple, quand vous avez un jour férié qui tombe sur un jour où vous ne travaillez pas, par exemple le samedi ou le dimanche, eh bien, votre jour férié, vous le rattrapez le lundi suivant. Hop, vous ne travaillez pas le jour suivant. Comme ça, en fait, vous ne vous faites pas entuber en fonction des années, où il y a des années où vous pouvez vous retrouver avec pratiquement aucun jour férié. Mais je crois qu'en fait, c'est le rêve de François Bayrou. Qu'en fait, parce que je crois que l'année 2026, ça va être terrible au niveau des jours fériés. On va tous se faire bien avoir comme il faut, pour rester poli. Et je crois que c'est le rêve de François Bayrou. Hein. Le jour de rattrapage, voilà, effectivement. Il faudrait qu'on ait le jour de rattrapage en France. Voilà. Donc, moi, j'ai un autre programme qui est celui du jour de rattrapage. J'en profite pour dire, il y a les sénatoriales du Calvados en 2026. Si vous êtes grand électeur, n'hésitez pas à voter parce que je vais me présenter au sénatorial. Voilà. J'en profite pour le dire, hein, je suis le futur président du Sénat, donc n'hésitez pas à voter pour moi. Un vote pour moi, c'est la meilleure façon d'encourager mon contenu. J'ai l'humanité dans mes recommandations. C'est bien. Ça veut dire que tu vois du pays. Allez, passons à l'épisode 3. Alors, oh là, mais ça bouge. Bonjour à tous. Il est où? Il est en avion? Il est dans le train? Parce que là, en fait, je crois qu'il nous fait un décor différent. Il est en train. Mais en train de faire quoi? J'adore rire. Bref, voilà. Non, parce qu'il aurait pu être en avion. Hein. Je rappelle que François Bayrou, comme Jean Castex, est le spécialiste de la liaison en avion pour des motifs personnels. Voilà. Donc ça aurait pu être en avion. Puis moi, comme j'ai pris qu'une fois l'avion de ma vie, je ne sais pas à quoi ça ressemble l'intérieur d'un avion. Pour moi, c'est un manque de respect. En plus, parce que il est en train, mais on n'a pas privatisé tout le train pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens. Donc, c'est littéralement comme le gamin. Vous savez, le gamin dans le train ou dans l'avion, là, qui est insupportable, qui hurle, qui court partout, qui fout des coups de pied dans les chaises. Voilà, on a un gamin qui hurle, qui court partout, qui met des coups de pied dans les chaises, verbalement parlant. Je plains les passagers qui étaient avec François Bayrou. Même s'ils sont de son ministère, hein, je les plains aussi. Ah, mais ça, c'est la méthode d'Andori, hein, on optimise tout. Voilà. Je trouve qu'il a vraiment la même habitude que les vieux en visio devant la cam.
Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Wenderlich? Question de principe. Oui, puis je suis d'accord. En plus, justement, on avait un beau décor à Matignon. C'était l'occasion de s'y mettre. Là, il aurait pu le faire dans les jardins de Matignon. Voilà. Il s'assoit contre un arbre. Voilà, en mode on est tranquille, on est bien. Voilà. Je voulais revenir sur les commentaires de la dernière vidéo. Vous m'avez montré que voilà, j'avais pas mal de choses à voir sur cette vidéo. Merci à vous d'avoir commenté cette vidéo. Je veux m'adresser aujourd'hui à vous pour vous prouver que je vous ai entendu et qu'on va écrire ce projet de budget ensemble. Voilà, il aurait pu, mais non, il est en train. Voilà. Il est proche de la cam, il parle fort, on dirait qu'il fait une réunion de Zoom entre vrai. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je te vois pas. Mais pourquoi je vois pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, au secours. Bon, en tout cas, bonjour François. Restons courtois et polis. Dites bonjour à François. Il est poli avec nous, soyons polis envers lui. Bon, je l'ai insulté tout à l'heure, mais c'est pas grave. Nous étions hier sur ce gigantesque incendie dans l'Aude. Ah mais c'est pour ça, c'est parce qu'il est de retour dans l'Aude, voilà. C'est parce qu'il vient d'écrire le script dans le train, là, puis il s'est dit non, ça peut pas attendre qu'on soit à Matignon, là. Michel, branche la caméra, là. Il faut que j'enregistre, là, mon cœur est trop lourd, mon cœur saigne, il faut que je prenne la parole, les Français doivent m'entendre. Ils doivent entendre à quel point j'ai le cœur meurtri. Vas-y, lance la vidéo, au pire, on coupera au montage. Comment ça, il n'y a pas de montage? Ah bon, bah on coupera pas au montage, alors vas-y, lance la vidéo, ou t'es viré de toute façon. Pour rencontrer ceux qui sont les victimes et ceux qui préparent malgré tout l'avenir, ce que ce territoire devra devenir par adaptation au changement climatique, pour les cultures, pour les replantations d'arbres, pour les villages. Et c'était une journée vraiment très, très importante. Et deuxième question qui est elle aussi liée à l'adaptation au changement climatique, nous allons à Rochefort fêter le 50e anniversaire du Conservatoire du Littoral. Et au fond, toutes les sociétés, elles sont concernées par ces adaptations à des changements qui sont inéluctables. Et puis, Ah bah oui, tellement que Emmanuel Macron voulait mettre le budget de l'écologie et l'adaptation au changement climatique sur pause. Tellement c'est important pour ces gouvernements. Je rappelle les propos d'Emmanuel Macron qui appelait à mettre la transition écologique sur pause. Voilà. Sauf que quand c'est mon chef d'équipe de 55 ans, ça me dérange pas, mais quand c'est mon Premier ministre qui fait des plateaux télé depuis 82, ça m'ennuie un peu. Non mais je suis d'accord, y a rien qui va. Mais je vous rappelle, en plus, regardez, il est encore un peu avachi dans son siège et tout. Et un problème de posture. Moi j'ai déjà des douleurs au dos alors que dans deux mois, oui, 2 mois, je souffle ma 30e bougie. Quel âge il a, notre François international, ou plutôt notre François BRD? Parce que comment il fait pour être constamment avachi et pas avoir des douleurs au dos? Parce que moi, j'ai le dos déjà ravagé. Et je me demande ce que ça va donner quand j'aurai son âge, si j'atteins son âge. 76 ans, si j'atteins son âge, voilà. On va plutôt poser la question comme ça. Mais dans quel état sera mon dos et mon corps d'une manière générale, voilà. Comment il fait pour pas avoir mal au dos, quoi? Puis nous avons un deuxième changement qui est inéluctable. Nous en parlons depuis le début de la semaine. Oh, en fait, j'ai oublié, tiens. Sorti quand? Le 7 août, donc effectivement le lendemain. 24 000 vues, donc encore moins. 467 pouces bleus, 3000 pouces rouges. Et vous voyez que le côté obscur de la force est toujours au même niveau. 74, ok. Bah pareil, tu vois, voilà. Envoyons les vieux en retraite, laissons la place aux jeunes. Remettons Gabriel Attal à Matignon, voilà. Faut qu'il cotise pour sa retraite, le petit Gabi, là. Comment il fait? C'est l'adaptation aux risques que nous rencontrons désormais, qui sont les risques de surendettement et aussi les risques de fracture dans la société. Ah oui, bah oui. Du coup, pour réduire le risque de surendettement, on va baisser le budget de la transition écologique. C'est ce qui est fait depuis 3 ans. C'est pas quelque chose que je dis au pif. C'est quelque chose qui est fait depuis 3 ans et sur lequel les oppositions, notamment à gauche, surtout les écologistes d'ailleurs, forcément, hurlent à gorge déployée dans l'Assemblée pour essayer de rétablir la vérité quant au message de post-vérité employé par les membres du gouvernement en disant on augmente le budget, mais en fait, d'année en année, il diminue.
et qu'en fait, on regroupe des trucs pour faire genre qu'il n'a pas diminué, mais en fait, il y a de moins en moins de sous pour l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc le but de François Bayrou, surendettement d'abord, transition écologique, on verra s'il y a encore une planète à sauver à ce moment-là. Parce que l'action publique, l'action de l'État n'est pas assez efficace. Et en même temps, j'ai envie de dire, justement, si on arrête le changement climatique, si on salope la planète pour de bon et que c'est fini, plus besoin d'investir dans la planification écologique, vu que de toute façon la planète est foutue. Donc voilà, donc ça sert à rien. Non mais voilà, ça sert à rien de mettre des thunes dans un combat perdu d'avance. Hein, voilà. De toute façon, voilà, la planète, on va pas la sauver. François Bayrou veut pas la sauver. Voilà, donc à quoi ça sert de mettre des thunes dans un truc qui sert à rien? Autant que ça aille au remboursement de la dette. Voilà, ça c'est quelque chose de pratique. Parce que la planète est peut-être foutue. Par contre, hein, il faut que les créanciers soient remboursés. Parce que quand ils partiront sur la planète Mars, grâce aux fusées d'Elon Musk et de Jeff Bezos, eh ben, ils seront bien contents de savoir que la France, sur son lit de mort, aura remboursé sa dette. Et c'est ça le plus important. On n'aura peut-être pas sauvé la planète, mais on aura remboursé la dette. Et ça, c'est quand même prestigieux. Ouais. Aussi l'importance de réfléchir à toutes les conditions pour que la France produise plus. Les économies, elles sont indispensables. Ah ben voilà, c'est ça. Il faut produire plus. On détruit pas la planète assez vite. Voilà, donc il faut produire plus pour vraiment que la fin du monde, boum, elle nous tombe dessus et que voilà, comme ça, on se dise vraiment, oui, bah foutu pour foutu. C'est ce que pensent les Canadiens et les Russes. Sauf que post-réchauffement, nous, c'est désert et inondation, pas les terres arables. Ah bah ça, effectivement, on va morfler. Hein. Moi, c'est pour ça que je dis venez en Normandie tant qu'il fait encore doux, parce que le sud de la France ça va chauffer de plus en plus. Nous, on a de la chance en Normandie pour l'instant. Pour les 50 prochaines années, on est à peu près à l'abri des aléas climatiques. N'empêche que dans 50 ans, c'est la Côte d'Azur. Hein. Il fera 40 degrés en été en Normandie. Il y aura des palmiers. Et bon, il y aura une partie de la Normandie qui sera sous l'eau aussi, parce que tous les glaciers auront fondu. Mais ça, c'est un autre petit problème. Mais j'ai envie de dire, voilà, si vous voulez être tranquille pour les 50 prochaines années, venez en Normandie. On est bien, on est tranquille. Mais par contre, il faut venir maintenant, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de place. Hein. Surtout avec la montée des eaux. Il y aura une partie de la Normandie qui sera sous les eaux. Donc c'est maintenant hein, qu'il faut y aller. Privilégier les hauteurs aussi. Hein. Moi, avant, j'habitais en zone inondable. Je suis maintenant sur les hauteurs, dans les collines de Normandie. Je suis pépouze. Alors là, la montée des eaux, elle peut venir. Voilà. Par contre, ça, c'est bien. Voilà. Je verrai la planète se détruire, mais je verrai la France rembourser sa dette. Alors ça, voilà. Bon, j'aurai mal au dos, mais au moins je serai content de savoir que la France aura remboursé sa dette. Je suis en train d'apprendre la culture des dates. Ah oui. 1515, ouais. Très bonne date, ça. J'adore rire. Allez voir le réacte pédagogique, d'ailleurs. Personne ne pourra dire qu'il n'en fera pas. Et si quelqu'un vous le dit, regardez-le bien parce qu'il est en train de vous raconter des histoires. Bah, je suis en train de regarder quelqu'un qui me raconte des histoires. Là, c'est moi qui le regarde dans les yeux. Quelqu'un qui raconte des histoires. Putain, mais il est culotté. Hein. Pardon, hein, mais il est culotté de nous dire ça les yeux dans les yeux. Hein. C'est fou. Hein. La langue de bois politique, la post-vérité a tellement bien fait son chemin que maintenant, il est capable de dire ce qu'il fait en accusant les autres de le faire. C'est incroyable. Hein. Cet aplomb de François Bayrou et sans trembler des genoux. Bon, on voit pas les genoux parce qu'il est trop près de son plan de cam. Mais sans trembler des genoux quand même, le François. Hein. Non mais voilà. Les municipales de Pau, ça va être très intéressant à suivre. Hein. Quand bien même ce soit à l'autre bout de la France, pour moi. Surtout que lui, il verra pas le résultat. Oui, en plus, c'est ça, voilà. Bah, lui, ce qu'il veut, c'est voir le remboursement de la dette, justement. Hein, c'est ça qu'il veut. Parce que sauver la planète... non, ça va encore. Non. Là, bon, je vais pas mettre le... Comment on appelle vous savez, le truc pour mesurer le BPM, là. Je vais pas le mettre parce que il est quand même plus élevé que d'habitude, mais ça va. En fait, il me tend. Je suis tendu. On va pas se mentir. Je vais être franc avec vous. Voilà, je vais pas faire une langue de bois de Bayrou. Je suis tendu. Mais pas énervé. J'ai eu un petit pic tout à l'heure. J'ai eu un petit pic d'énervement, mais je suis plus sur de la tension. Vous voyez, l'idée que faut pas trop me chercher des noises longtemps, mais que je suis pas encore énervé. En fait, je dis ça parce que d'une part, je m'énerve très rarement, et puis c'est surtout parce que j'arrive pas à m'énerver. Littéralement, j'arrive pas à m'énerver. En fait, je vais être dépité, je vais être tendu, je vais crier un coup.
mais c'est pas être énervé, c'est pas être en colère, en vouloir aux gens. Voilà. En fait, je ne sais pas me mettre en colère. Et c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Je sais vivre plein d'émotions. La colère est toujours refoulée chez moi. Et donc, par contre, elle s'exprime de temps en temps, mais c'est bizarre. Voilà. La transition écologique, ça ne créerait pas des emplois et de la production par hasard? Non, 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 non. Non, non. Rappelez-vous, le logiciel de François Bayrou. Ça sert à rien parce que la planète est foutue. Donc, on ne va pas mettre des sous dans des trucs qui servent à rien. Il faut désendetter l'État. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sauver la France. Il faut sauver la France en travaillant plus, pas en créant plus d'emplois. Non, mais ça va pas bien. Oh, et on n'est pas dans votre utopie gauchiste, là, où tout fonctionne bien, où tout le monde y s'aime, où il n'y a pas de guerre. Hein. Et le réel, il est là. Hein. Le réel, il vous attend pas. Hein. Le réel, il est là et la dette, elle est là. Hein. Donc, sortez de votre utopie gauchiste et travaillez plus, bande de feignasses. Ah oui, et laissez tomber la planète, s'il vous plaît, aussi. Les économies sont indispensables, mais elles ne sont pas un but en elles-mêmes. Ah bon? Ah bah non, pardon. Parce que le but, c'est de désendetter la France. C'est ça, le but. Voilà, n'oubliez jamais. Elles sont le passage obligé, le moyen pour que nous réussissions à survivre dans les temps agités que nous avons. Mais le but, ça n'est pas les économies. Le but, c'est que, tout en dépensant moins... En fait, je suis d'accord avec King Loris, ce qu'il disait tout à l'heure, le fait que le faire dans le train, c'est nul, parce que là, on voit que ça tremble, qu'il y a des flous. Bref, on dirait Macam quand elle fait grève, c'est une catastrophe. Voilà, donc il aurait pu attendre d'être rentré à Matignon. Surtout que là, 4 minutes 35. Hein. Je suis sûr, il avait 4 minutes à prendre entre 2 rendez-vous et 2 passages aux toilettes pour enregistrer son petit truc. Surtout qu'il aurait peut-être eu le temps de mieux préparer son texte et de dire « Le but, c'est que nous dépensions moins, nous agissions mieux, ta. » Il enchaîne, ça fait 2 minutes, boum, on gagne un temps fou. Moins nous agissions mieux. L'action publique, l'action de l'État, l'action de la sécurité sociale, l'action de l'éducation nationale, l'action des forces de sécurité et de justice, que ces actions deviennent beaucoup plus efficaces. Bon, il brode. Hein. Là, vous avez littéralement Saslil à son partiel d'épistémologie quand il a vu la tronche de son sujet et qu'il a vu qu'il devrait faire 3 heures là-dessus et qui est brodé une tapisserie de Bayeux en parlant de rien du tout. Voilà. Je sais reconnaître un brodeur quand j'en vois un parce que je l'ai été. Voilà. Et j'ai brodé. Mais j'ai brodé. Pouf! Ah, une belle tapisserie de Bayeux. Hein. Il pourrait pas faire semblant d'agir. Bah, il le fait très bien, semblant d'agir. Par contre, réellement agir... plus en relation directe avec ce qu'attendent nos concitoyens. Et ça impose, c'est le cadre général de la stratégie que je propose, ça impose une réorganisation générale. Réorganisation de l'État local. La décision a été prise, a été annoncée, les décrets sont parus cette semaine. Auparavant, nous étions dans un moment où l'action de l'État était séparée, explosée en des dizaines de directions. Ah mais du coup, il ne parle pas de la réorganisation de l'État local. C'est bien, il nous dit, les décrets ont été pris. Et il y a un cut en mode, il a dit tout ce qui a été pris, mais ça n'a pas été retenu au montage. C'est con, hein, c'est justement là-dessus qu'on aurait aimé avoir des éléments. En quoi les collectivités locales ont été réorganisées? Quels sont ces décrets? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les maires s'en sortent mieux? De ce que j'entends des collectivités locales, je ne suis pas sûr. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que c'est des décrets qui changent pas grand-chose. Voilà. Mais c'est con, hein. Ils cut le moment où on aurait pu avoir des trucs intéressants. D'où l'idée, en plus, les États locaux, c'est fini depuis Louis Croivet-Bâton. Alors, c'est les États généraux. Nuance. Croivet-Bâton. Non, mais il est à fond en mode Henri IV. Hein, on peut pas lui en vouloir. Il connaît pas la fin de Louis Croivet-Bâton. Louis XVI et Croivet-Bâton, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais du coup, voilà. On nous a dit que du coup, il y a une réorganisation des collectivités territoriales. Devine, voilà. C'est littéralement le bingo. Voilà, tu mets ta main dans le panier, puis tu pioches un truc au pif et c'est peut-être en place, ça l'est pas. On ne sait pas, voilà. Là maintenant, il va nous parler, voilà, de toutes les directions office, etc., qui ont été créées, qui ont été coupées au couteau à la façon Milei en Argentine. D'organisation, d'agences, d'administration. Il y aura désormais un coordinateur pour chaque département.
un coordinateur dans les départements et dans les régions, et c'est le préfet. Toutes les actions de l'État seront sous le contrôle, sous l'impulsion, avec l'aide, avec la faculté d'entraînement d'un seul responsable qu'on pourra rencontrer, à qui on pourra s'adresser, qui est le préfet. Une réorganisation générale pour plus d'efficacité et pour plus de réponses directes à ce que nos concitoyens et les élus attendent. Parallèlement à cela, il y a un deuxième grand chapitre, c'est la réorganisation de l'action de l'État national. Et vous voyez en plus, parce qu'il revient de l'Aude, il aurait pu nous faire un direct entièrement consacré à la question écologique. Entièrement. Parce qu'il aurait pu nous dire, parce qu'il avait commencé en disant « Je reviens, j'ai vu les gens, les familles endeuillées, les personnes qui ont perdu tout ce qu'elles avaient, la nécessité d'adapter notre société au changement climatique. Mais par contre, il faut désendetter l'État, il faut réorganiser l'État, il faut supprimer toutes ces directions qui servent à rien. Donc, merci pour les personnes victimes des incendies. Bravo. C'est donc ça, tout le respect que tu as pour les personnes victimes, moins de 30 secondes sur ta vidéo. C'est vraiment triste. Hein. On voit vraiment que, en fait, c'est pas des priorités qu'il a. En fait, il a des œillères. Il n'est pas foutu de voir autre chose que la tentative de désendettement. Tentative, hein, parce que son budget va avoir des conséquences tellement mortifères que ça va contribuer à rien de moins que d'augmenter la dette. Mais de toute façon, il sera plus là pour l'appliquer. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Mais il aurait pu faire un spécial sur l'écologie. Puis ensuite, se garder un épisode, vous voyez, vraiment séquencé, et pas faire un peu n'importe quoi voilà, dans une vidéo. Parce que là, on a eu 30 secondes de transition écologique, 1 minute 30 d'endettement, et puis le reste, certainement, sur la réorganisation de l'État. Ce qui est fou, c'est que du coup, quand on prend cet enchaînement de chapitrage dans cette vidéo, le message, c'est la transition écologique, ça va bien 5 minutes, parce que l'important, c'est le désendettement de l'État, et ça passe par détruire tout l'État. Voilà globalement comment on peut résumer le fil rouge, qui est littéralement vous voyez, la bande de la vidéo. Voilà le fil rouge de cette vidéo. Comment on peut résumer ça ? Et bravo pour mépriser les gens qui ont été victimes des incendies. Bravo François. Pour faire un spécial sur l'écologie, il faut savoir parler de l'écologie. Ah, mais pardon. Mais oui, pardon, excusez-moi. J'ai cru qu'on était face à François... j'ai cru qu'on était face à quelqu'un qui savait parler d'écologie. Excusez-moi. Non, mais il est là le cœur du problème, effectivement. Bah oui. Oui. 30 secondes, c'est le maximum qu'il pouvait faire. En fait, comme je vous disais tout à l'heure où il brodait, même sur l'écologie, il brodait. Parce que finalement, on n'a pas eu grand-chose. Hein, en termes de mesures, encore une fois. Vraiment, c'est vrai. J'ai envie de dire, c'est décousu, c'est François Bayrou, on a l'habitude. Hein. Quand je vous dis que pour le suivre, c'est une catastrophe. Et là, on a de la chance, hein, on met sur pause. Et moi, j'ai besoin de mettre sur pause parce que sinon, je perds pied. Voilà. Mais heureusement qu'on a ça parce que les discours de politique générale d'1h30 là d'affilée, mais moi, je peux pas. Hein. Mais voilà, dissolution, Premier ministre de... comment on appelle ça ? De transition, là, il y a un mot pour ça, j'ai oublié. Voilà, donc finito. Ah, et puis j'ai vu ton message sur le fait que tu n'es pas là demain, King Loris. C'est quand même triste parce que demain, en plus, on va rentrer dans les sondages sur première lecture. C'est vraiment triste hein, parce que c'est le truc qui va faire couler le plus d'encre, ça. Hein. Ah là là. Bah, YouTube, cette VOD sortira en plus, justement, demain, mercredi. Je suis à Reims. Et ben moi, je suis rincé. Comment premier degré, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Reims ? Je m'en sers pour une future saison de la République du RP, on ne sait jamais. Voilà. YouTube, cette VOD sortira le mercredi à 11h. Les Rémois, très intéressant. À 14h, le même jour, là, quand sortira cette VOD, si tu es à ce moment-là toujours au mercredi quand ? Mercredi 27 août, eh bien, nous serons sur première lecture, le format de lecture des rapports parlementaires, et notamment sur le rapport sur l'organisation des élections et les sondages. N'hésite pas à taper une tête pour voir un petit peu tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprend, parce que c'est très divertissant et instructif. Donc, n'hésite pas à taper une tête. Rémoises et Rémois. Eh bien, ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. On en reparle demain quand je redemanderai à nouveau comment ça s'appelle. Dès que le gouvernement a été nommé, il y a à peu près 6 mois, j'ai demandé à chaque ministère, à chaque direction, de répondre à une question simple.
Quelles sont les missions? À quoi servez-vous? Pardon, excusez-moi, mais il me tend une perche pour la placer, tellement que je vais vous laisser le temps de l'écrire dans le chat, parce que j'ai posé une question à chaque ministère, à chaque ministère, à chaque direction, une question simple. La question qui se pose désormais quand on pense à vous, c'est tout simplement à quoi servez-vous? Voilà, dans le monde de Bayrou, il se pose la question de à quoi sert tout. Ouais, 6 mois, ouais. C'est du mal. Non, mais on en parlait il y a pas longtemps, mais ça fait plus que 6 mois en fait, parce que rappelez-vous, on a passé Noël avec François Bayrou. Hein. Dans ma ville, on s'appelle les Mangeaux. Et ben nous, du coup, c'est les Canaises et les Canets. Donc, du coup, quand je dis envie de canner, c'est très intéressant. C'était 8 mois? Ah, il y a à peu près 6 mois. Attendez. Non, on va reprendre la phrase. Dès que le gouvernement a été nommé, il y a à peu près 6 mois, j'ai demandé à chaque ministère, à chaque direction, de répondre à une question simple. À quoi servez-vous? Quelles sont les missions, parce qu'elles sont nombreuses, qu'ils doivent remplir? Et à propos Pardon. Quelles sont les missions, parce qu'elles sont nombreuses, qu'ils doivent remplir? Grosso modo, c'est la question à quoi servez-vous, hein. Mais du coup, voilà, on a passé... Tu peux mettre des trigger warnings, please. Ah bah... Non, mais rappelez-vous, hein, les Mahoraises et les Mahorais s'en souviennent. Tiens, quitte à faire du gentilé. Les Mahoraises et les Mahorais s'en souviennent bien hein, de François Bayrou et d'Elisabeth Borne. Hein. Ouais, un peu moins de Manuel Valls, mais quand même. Mais du coup, ouais, 8 mois, hein, ça fait 8 mois. Oh là là. Du coup, non, j'allais dire une bêtise. La République, c'est moi! Oui, d'accord, très bien. On sait. Ok, bon, je sais que si jamais je dois te faire venir, je dois invoquer la République. Et à propos de chaque mission, on va se demander si c'est bien à l'État de le faire. S'il n'y a pas par hasard 2, 3, 4, 5 ministères qui font la même chose, empêchant l'efficacité et la lisibilité, et de quelle manière on pourrait, avec les mêmes moyens, agir beaucoup mieux. Et je vais demander à chacun des fonctionnaires, à chacun des agents, quel que soit leur grade, s'ils ont des idées pour une amélioration de cette action. Ça sent le Afoire. Hein. J'ai même cru qu'il allait lire. Je vais demander à chaque personne, littéralement à la Trump, où il y a eu ça quand il est revenu aux États-Unis, où tout le monde a été auditionné, où tous les fonctionnaires de l'État étaient auditionnés en disant « Donnez-nous là, maintenant, tout de suite, une preuve concrète de l'importance de votre poste, sinon vous êtes viré. » Moi, j'ai envie du Afuera. Ouais, mais non. Ou alors pour François Bayrou. À la limite, dans ce cas-là, Afuera François. C'est dur à dire. Ou François Afuera. Voilà. Mais grosso modo, ouais, hein, c'est un peu ça. Hein. Encore une fois, pour ne pas dire on va réduire le nombre de fonctionnaires. Hein. Voilà, encore une fois, hein, c'est ne pas dire les choses tout en le faisant, pour derrière dire qu'on ne l'a pas dit, donc on ne le fait pas. Hein. C'est la stratégie macroniste qu'on connaît depuis 7 ans maintenant. 8 ans. Ils sont les meilleurs connaisseurs parce qu'ils sont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on va les virer. Et naturellement, s'ils ont les bonnes idées, ils recevront la reconnaissance nécessaire parce qu'ils auront permis... La reconnaissance nécessaire, un petit courrier, bonjour, vous êtes viré. Il faut faire attention quand on ne maîtrise pas le storytelling. Un progrès général de l'action de l'administration à laquelle ils appartiennent. Réorganisation générale, réorganisation de l'État local, réorganisation de l'État national avec les agents eux-mêmes. C'est une grande ambition, c'est une stratégie nécessaire pour que la France puisse répondre aux défis si graves qui sont devant elle. Merci à tous. Bon, encore une fois, il a parlé pour rien dire. Génial! Salut Stéphane, bienvenue sur ce stream. Bonjour, je suis François Bayrou. Bonjour à toutes et à tous. On est dans le train, on rentre à Matignon là. Salut Stéphane, bienvenue sur ce stream. Et merci pour ton 3e mois d'abonnement pour ce sub tier 1. J'espère que tu vas bien. On vient de se taper 3 VOD de... Enfin, 3 VOD, non. 3 vidéos de François Bayrou. J'en sors du train. Est-ce qu'il y avait François Bayrou? Est-ce que tu as entendu le môme là qui était en train de tourner sa vidéo dans le train? Parce que c'est peut-être François Bayrou. On sait jamais. Hein, voilà. J'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire, King Loris, par rapport à l'idée de il en a rien à foutre. 2 heures à comment 20 minutes de vide? Quoi? À commenter. Ok, oui. Non, mais je veux dire...
excusez-moi, hein, mais je suis un professionnel de la politique. Ne tentez pas de reproduire cette cascade chez vous, effectivement, hein. Mais peut-être que pour vous, il n'y a rien. Pour moi, il y avait énormément de choses à dire. Et c'est pour ça que, voilà, 1h50 de VOD. Et n'empêche que je suis très tendu. Je suis tendu, Natacha. et je vous propose, parce qu'en plus, je suis en train de perdre ma voix. On va s'arrêter là pour une première VOD de React à François Bayrou Direct. On aura fait les 3 premiers épisodes. Ah merde, on aura raté le direct Incendie dans l'Aude. Ah, mais il m'a suggéré l'épisode 3, le vilain. Bon, bah, on en a fait 3 sur 9. Peut-être que si on tient ce rythme, on pourra faire 3 lives. Attendez, parce qu'en plus, on fait ça le mardi. Peut-être qu'on pourra se faire... Peut-être qu'il y a un monde où, en fait, parce que la semaine prochaine, ce sera la rentrée en septembre. Voilà. Et la semaine d'après, c'est le 9 septembre, donc normalement, Bayrou finito. Donc peut-être qu'on pourra se faire un petit dernier React à François en disant, bon bah voilà, notre futur ex-premier ministre est devenu ex-premier ministre confirmé. Il va nous rejoindre sur la famille de YouTube. Fantastique, voilà. Installe-toi François, on va regarder ça ensemble, tu vas en prendre pour ton grade. Oh, venez, je l'invite à la maison. On va créer une cagnotte pour faire venir François Bayrou à la maison, et puis pour qu'il s'en prenne plein la tronche par votre humble serviteur. Voilà. Est-ce que ce serait pas quand même, un petit programme sympa? Genre voilà, il sera plus Premier ministre de toute façon, donc voilà, il sera plus occupé. Même s'il n'y avait pas besoin d'être Premier ministre pour pas être occupé. Bref, je m'égare. Mais voilà, bon, je m'attendais à faire un peu plus, mais il y avait quand même énormément de choses à dire. Parce que finalement, quand on rentre sur le fond, comme sur la forme, il y a énormément de choses à dire. Et finalement, en plus de... Puis moi, enfin, c'est un peu mon trope de formateur, hein. Je fais de la pédagogie sur les concepts qui mobilisent derrière, pour préciser à quel point c'est de la connerie, à quel point c'est de l'enfumage, et pour préciser un petit peu... Alors, moins bien qu'un Clément Viktorovitch, parce que j'analyse pas la rhétorique, mais pour préciser un petit peu, d'un point de vue argumentatif, vers où il veut nous emmener. L'incendie dans l'autre, ça prend 5 minutes. Ah, j'ai plus assez de voix là, puis comme ça, en plus, ça fait une VOD de moins de 2 heures. On commencera par ça la prochaine fois. On commencera, promis, on commencera par ça la prochaine fois. Vous savez, quand on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Eh bien, je vous propose de ménager notre monture, la VOD en l'occurrence. Je pense que YouTube, si vous êtes arrivé là, n'hésitez pas à me dire à quel point ça vous a coûté de suivre François Bayrou comme ça tout du long. Parce que je suis tendu, moi. Je suis tendu. Il va falloir que j'aille péter une planche de bois pour me calmer. Non, je rigole. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire ça en live. Parce que si j'étais tout seul... Ça allait être très compliqué pour moi. Mais on a fait ça ensemble. Merci d'avoir toutes et tous été là. Merci YouTube. N'hésite pas à nous dire, voilà, quel est ton ressenti sur la roue des émotions? Comment te situes-tu? Quelles sont les émotions que tu vis sur cette fin de VOD? Pour savoir dans quel état tu es. Moi, il y a une émotion. Je suis tendu, Natacha. Bref, YouTube, avant de partir, si tu ne l'as pas fait, un pouce bleu et puis abonne-toi si tu veux en voir plus. Voilà, c'est du contenu divertissant et instructif. Et puis, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous YouTube.